Salut à tous, c'est Constant qui vous parle. On se retrouve pour débriefer le match 6 de cette série entre le Thunder et les Nuggets. OKC qui avait l'opportunité de remporter la série tout simplement en allant chercher ce match 6 du côté de Denver. Ça n'a pas été fait, il faudra donc jouer un match 7. Ce sera demain à 21h30 pour ceux qui nous écoutent le jour de la publication de ce podcast. Pour débriefer ce match 6 et pour faire une preview du match 7, on va être très honnête, ce sera un épisode en deux parties, mais deux parties qui seront peut-être même assez équivalentes en termes de durée. Je suis accompagné de Tom. Tom, comment vas-tu à l'approche du premier Game 7 pour le Thunder depuis 2020? Depuis Dort-Ardennes. Le choc. Ouais, du coup, c'est pas bien Ouais. terminé, du coup, mais... Après, si Dort veut faire un match à quasi 30 points dans le Game 7, bon, Oui, on prend. pourquoi pas? On en parlera après. Pourquoi pas, exactement. Content d'être là. Alors, j'aurais préféré qu'on fasse une preview de finale de conférence, hein, je t'avoue, parce que là, j'aime bien les Game 7, hein, c'est toujours grisant les Game 7 à vivre, mais en tant que fan, niveau fréquence cardiaque, c'est jamais bon, hein. Un médecin donnera jamais pour conseil de regarder un Game 7, ne serait-ce que pour le rythme cardiaque. Mais ouais, bon, on va déjà parler de ce Game 6, que j'ai trouvé frustrant. D'ailleurs, c'est le deuxième débrief que je fais de cette série, les deux avec toi, et les deux, c'est pour des matchs qui m'ont extrêmement frustré. Et les deux un samedi, Donc, tu vois, c'est vraiment... les deux un samedi, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Après le débrief du Game 3, le Game 4 a été remporté par OKC. On espère que ce sera la même pour ce Game 7. Mais oui, on va aussi faire une preview de ce Game 7, après avoir débriefé ce match 6. Je suis content d'être là parce qu'on vit peut-être la meilleure série de ces playoffs, pour le coup. Ça se discute, mais sachant que ça se discute avec l'autre série des Nuggets au premier tour, notamment. Donc, les Nuggets, c'est un peu l'équipe de ces playoffs. De toute façon, c'est les deux seules séries qui sont allées en 7. Mais effectivement, il y a Il y a peut-être Rockets une... Warriors. Il y a Rockets Warriors. Tu vois, j'avais Ouais. oublié à quel point cette série m'a pas marqué. Mais c'est vrai que le côté débrief, toi et moi, le samedi, puis le match d'après, c'est un dimanche à 21h30. Bon, peut-être que le résultat sera le même, sachant que, voilà, encore une fois, hein, on peut faire confiance à personne dans cette équipe sur les live tweets. Parce que c'est Charlet qui était au live tweet du match 6, il y a eu des fêtes. Donc voilà, il y a 3-0 quand je suis au live tweet sur cette série, et il y a 0-3 quand c'est les autres membres de l'équipe War Thunder qui sont au live tweet sur les matchs de cette série. Peut-être que je ferai le Game 7, pas sûr, sachant que j'ai un petit historique avec les Elimination Games du Thunder, puisque c'était moi qui avais été ce fameux match 7 entre Thunder et Rockets avec le compte de James Harden, et c'était aussi moi qui avais live tweet le match 6 entre Dallas et OKC de l'an dernier. Donc il va falloir faire un choix, c'est soit on privilégie mon bilan sur la série, soit on privilégie mon historique sur les Elimination Games du Thunder, mais il va falloir faire un choix. Toujours est-il que avant de parler de ce Game 7, on va parler du match 6. Les Rapaces, je pense qu'ils sont de retour, comme ils étaient présents sur le match 3. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, ça n'est pas interdit. On voit les stats quand OKC perd. Peut-être qu'il y aura encore plus de monde quand il faudra faire le débrief du Game 7. Mais d'ici là, abonnez-vous partout, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube. Laissez des petits pouces pour ceux qui s'appelaient. N'hésitez pas à partager vos ressentis dans les commentaires. On va donc débriefer ce match 6 entre OKC et Denver avec une victoire 119-107 des Nuggets, au terme d'un match où Denver a été une nouvelle fois la meilleure équipe, sans trop de discussion, avec une grosse performance collective, ce qui n'a pas vraiment été le cas de cette équipe de Denver depuis le début de la série. Un premier quart-temps en deux temps, j'ai envie de dire, puisque OKC se retrouve très vite mené de 10 points, avec beaucoup d'imprécision et beaucoup de laxisme, j'ai envie de dire, dans le jeu du Thunder. Il aura fallu un temps mort de Marvin Lowell pour un peu secouer les troupes, pour permettre à cette équipe de revenir, avec une grosse fin de premier quart-temps, avec un run de 8-1 pour ne se retrouver qu'à -3 au terme de 12 minutes. OKC qui ensuite va envoyer un énorme run sur une majeure partie du second quart-temps pour se retrouver à +12 avec 2 minutes 05 à jouer suite à un 3 points de Chet Holmgren. C'est le moment où on se dit Denver est dans les cordes, Denver est sur le point de rompre. Qu'est-ce qui va se passer? Un sabordage de la part du Thunder, tout simplement, avec la 4e faute de Shai Gilgeous-Alexander, dont on va en parler. On va en parler parce que celle-là, c'est peut-être l'action qui m'a le plus frustré de l'intégralité de la série, cette faute de Shai Gilgeous-Alexander. Et pour le coup, j'ai beaucoup de reproches à faire sur cette 4e faute qui enclenche un run de 12-0 de Denver suite à cette 4e faute. Lugensdort vient un petit peu sauver les meubles, mais très vite avec son 3 points au buzzer pour permettre au OKC d'être à +3 à la mi-temps. Et puis deuxième mi-temps, j'ai envie de dire à sens unique, avec un Denver qui pour le coup se met
tout rentrer à 3 points avec un espèce de run là de 8-0 là de Julian Strawther qui met complètement fin au match, où c'est lui qui vient calmer les ardeurs du Thunder, le 8-0 qui sort un petit peu de nulle part, et que on attend du côté du Thunder ce joueur qui est capable de te mettre les 3 points, coucou Isaiah Joe, et qui n'arrive toujours pas depuis le début de la série. Donc voilà, une série qui se terminera donc en 7. Le quatrième quart-temps est anecdotique, si ce n'est pour la blessure d'Aaron Gordon. C'est peut-être l'avantage d'avoir enregistré aujourd'hui et de ne pas avoir enregistré hier, c'est qu'on a eu l'info du côté de Shams Charania. Son statut est quand même relativement douteux, ou en tout cas sa disponibilité est quand même relativement douteuse pour le Game 7. Après, on rappelle que Jamal Murray était soi-disant extrêmement malade sur le match 6, que David Adelman a dit oui, on attend de voir les 6 premières minutes pour voir comment il réagit. Finalement, c'est son meilleur match de la série. Donc Tom, j'ai envie de te lancer sur ce match, ton ressenti un petit peu. Est-ce que tu as ressenti de la frustration? J'ai envie de dire que Alex Caruso avait parlé en conférence de presse du fait qu'il fallait pas se ramener un petit peu les mains dans les poches en pensant que la série, tu menais 3-2, tu pouvais avoir un Game 7 à domicile. Il fallait te ramener comme si c'était un must-win game. Est-ce que le Thunder s'est ramené avec cette mentalité-là? J'ai envie de dire, pas vraiment. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est pour ça que ce match m'a extrêmement frustré. C'est que l'attitude d'OKC, pour moi, c'est la cause principale de cette défaite. Tu l'as dit, Denver a été meilleur que le Thunder sur ce match, clairement. Mais par rapport à la deuxième mi-temps, je trouve. En première mi-temps, tu avais largement la place de prendre une avance confortable. Et tu as eu cette avance confortable, d'ailleurs, au cours de la première mi-temps. Tu en as parlé, on était à plus 12 à un moment donné avant de faire n'importe quoi. Plus 12 qui a été cassé par un step back à 3 points de Christian Brown, d'ailleurs. Ouais, qui vient de nulle part. Mais qui vient de nulle part. Il fait un énorme match, hein, Christian Brown, pour le coup. Offensivement, pour le coup, il a fait énormément de bien. Enfin, bien à Denver, hein, pour le coup. Mais oui, l'attitude d'OKC était pas la bonne, et avec une meilleure implication dès le début du match, parce que on va en reparler, mais le premier quart-temps, notamment défensivement, c'est clownesque, ce que tu proposes. C'est peut-être le pire quart-temps défensif d'OKC sur cette série. Franchement, j'ai détesté l'attitude de l'équipe, alors que tu avais une attaque qui était plutôt pas mal, pour le coup, dès l'entame de match, et qui se mettait plutôt bien en rythme. Ta défense t'a mis un peu dedans. T'as réussi à remonter, comme tu l'as dit, avec des Gnolls qui prend un temps mort, et ça, tu sens que ça a remobilisé les troupes, mais sur l'ensemble du match. Oui, merci Russell Westbrook, qu'on pourra classer parmi les meilleurs joueurs d'OKC sur cette série, parce que franchement, il fait une série. Il fait une série dégueulasse quand même. Il fait une série dégueulasse, où en fait, c'est le revers de la médaille. C'est comme Westbrook a été dégueulasse. Et David Adelman, il s'est dit, je vais pas mettre Westbrook, je vais mettre Julian Strawther, qui t'a ouvert en deuxième mi-temps. Donc, c'est ça. Faut le remercier en première, mais par contre, en seconde, du coup, le fait qu'il était complètement catastrophique, ça t'est bien revenu en pleine figure. Ouais, c'est le souci, c'est que en face le coach a réfléchi. Il a dit non, je vais essayer autre chose. Mais ouais, non, c'est bon, après on dit que Westbrook était dégueulasse sur la série, ça se trouve c'est sur le Game 7 qu'il va tout donner attention. Et enterrer les espoirs du Thunder. Ça serait terrible quand même, hein. Franchement, ça serait se faire enterrer par la légende de ta franchise. Ça serait horrible. Mais oui, non, première chose qui m'a choqué, c'est l'attitude d'OKC, qui s'est pas pointé comme ce qu'avait dit Caruso, t'en as parlé en conférence de presse avant, enfin aux journalistes, comme quoi il fallait se ramener comme si c'était un must-win game. Non, OKC a pas eu du tout cette attitude-là, et ça, le retard que tu prends en premier quart-temps, tu le payes aussi à un moment donné, hein, même s'il y a d'autres facteurs qui sont rentrés en compte, mais commencer un match en étant moins 10 à un moment donné, je crois, moins 8, moins 10, hein. Ouais, voilà, donc tu prends énormément de points dans le premier quart-temps. Ça te met pas dans les meilleures conditions, pour remporter le match. Donc, je sais pas si tu veux embrayer après sur le premier quart et la défense du Thunder, qui était pourrie, hein. Oui, qui était pourri. Moi, c'est pas la défense qui m'a frustré sur ce premier quart-temps, c'est les erreurs de. Enfin, si tu peux dire qu'il y a des cutbacks dehors, ou voilà, la défense de Shai Gilgeous-Alexander, je sais pas comment il fait pour prendre 4 fautes en première mi-temps tout en défendant pas les cutbacks dehors de Christian Brown. Mais bon, ça c'est un autre débat. Moi, c'est vraiment t'as des pertes de balles, t'as des trucs. Franchement. Il y a un moment, ça doit amener justement à une contre-attaque de Christian Brown. Shai, il perd la balle parce que Denver, il commence à faire une mini-zone. Il fait une passe avec rebond qui est absolument pourrie, où ça donne 2 points en transition à Christian Brown. Moi, c'est vraiment, comme j'avais dit, il fallait pas te ramener dans le premier quart-temps en étant un peu laxiste, en disant bon, c'est pas grave, au pire t'as le Game 7 à domicile. Il fallait vraiment leur rentrer dedans, et c'est pas du tout ce que t'as fait. T'as laissé Murray jouer son jeu. Franchement, Jamal Murray, je crois, il met 9 points en 5 minutes. Il joue son jeu tranquille. Il y a personne qui essaye soit de le cibler en défense parce que soi-disant le Book était un petit peu malade, soit qu'essaye de le faire travailler un peu plus. Enfin, Lou Dort vraiment a servi de viseur à Jamal Murray sur ce premier quart-temps. Et puis ouais, je trouve que c'est une équipe qui
qui ne s'est pas ramené avec la bonne intensité. Encore une fois, il a fallu attendre les minutes sans chez Gilgeous-Alexander pour que cette équipe fasse un run. Il aura fallu que Russell Westbrook fasse n'importe quoi pour obtenir des points sur transition et commencer un petit peu à développer ton jeu en attaque. Donc oui, moi je trouve que la mentalité avec laquelle tu t'es ramené sur ce premier quart-temps, qui d'ailleurs est montré et très vite souligné par Mark Denlow sur ses discours au moment où il prend le premier, où il prend le deuxième temps mort, est complètement à l'envers de ce que tu aurais dû produire, et du coup tu te fais sanctionner. Mais j'ai envie de dire que c'est encore plus frustrant de te ramener avec cette mentalité au premier quart-temps et de voir que dans le deuxième, quand tu commences à te focus un peu plus, tu les mets dans les cordes, tu les mets au bord de la rupture, tu les mets à +12 pour ensuite te saboter en l'espace de 2 minutes. Parce que voilà, sans faire tout l'épisode directement, pour moi ce match tu le perds sur ces 2 minutes à la fin de la première mi-temps où Shai Gilgeous-Alexander prend sa 4e faute, où Denver est vraiment sur le point de rompre parce que tu sens qu'en attaque il n'y a plus rien qui se passe. La défense d'OKC est complètement en train de cadenasser cette attaque de Denver et d'un coup tu as cette espèce de boost, à cette espèce de momentum, cette action qui vient de nulle part où Shai prend sa 4e et où Denver ensuite se met à dérouler offensivement parce que l'attaque d'OKC fait absolument n'importe quoi. Donc ouais, c'est la deuxième mi-temps, tu mets plus rien à 3 points, etc. Mais moi ce qui m'a vraiment frustré, c'est l'attitude en première mi-temps parce que je trouve qu'il y a trop de joueurs qui ont été défaillants parce que soit ils se sont pas ramenés avec la bonne approche, soit ils ont découpillé au moment où ils auraient dû rester calmes. C'est ça. C'est vrai qu'il y a des pertes de balles aussi en première mi-temps qui sont vraiment bêtes. Hein. Franchement, les points que tu encaisses là-dessus sont débiles hein, pour le coup. Et là, on a vu aussi la quatrième faute de Shai. Je suis d'accord. Pour moi, c'est le tournant du match. Et à la mi-temps, je savais quasiment qu'on allait le perdre parce que vraiment, tu devais les mettre la tête dans le seau. Enfin, là, ils étaient plus dedans. Denver, ils mettaient plus un pied devant l'autre. Et sans Shai sur le terrain, tu l'as dit, OKC a fait un run à la première sortie de Shai. Par contre, on a vu sur l'ensemble du match qu'OKC était ultra dépendant de la production de Shai, qui pour le coup, sacré match offensivement, au-delà de ses fautes. Enfin, pour le coup, il était dans ses spots, il était à droit. Enfin, vraiment, on avait un très bon Shai Gilgeous-Alexander. Sauf au lancer franc. Sauf au lancer, encore. Hein, ça serait bien que les 90% au lancer de saison régulière se traduisent en playoff quand même. Ça serait cool. C'était déjà un peu le cas l'an dernier en playoff, on se rappelle aussi, une baisse d'adresse, mais bref. Après, en playoff, l'an dernier, tu peux te dire, bon, il avait énormément de charges offensives, c'était le seul qui était dans le coup offensivement, est-ce que, avec, la fatigue, etc., allez, pourquoi pas. Là, c'est pas sur la série, c'est pas sur la série qui fait contre Denver là qu'on peut lui trouver ce genre d'excuses. En termes de charge offensive, bon. Ouais, il y a quand même des matchs foirés de Shai sur cette série, tu vois. Contre Dallas, c'était pas vraiment le cas. Il était tout le temps présent, là, sur cette série. Il y a quand même des matchs où on l'a bien saqué, Shai. Oui. Là, je le saquais aussi. Hein. Je le savais oui, là, sa quatrième faute, elle coûte très cher pour le coup. Et après, oui, en deuxième mi-temps, j'ai quand même des choses à dire sur ce qu'a fait le Thunder en deuxième mi-temps, notamment le caca culotte à 3 points. Hein. On va en parler, mais pour changer. Mais ouais, non, c'est Cam Johnson. Voilà, voilà. Non, franchement, j'insisterai là-dessus. Il y en a marre. Je parlerai d'Isaiah Joe tout à l'heure, voilà, pour argumenter sur ce manque de shoot. La comparaison d'Isaiah Joe, Julius Randle, elle pique un peu, effectivement. Ouais. Ah ouais, non, là, c'est terrible. Mais oui, non, l'attitude d'OKC était clairement pas au rendez-vous. Et tu l'as dit, il y a eu des pertes de balles. Il y en a une aussi de J-Dub à un moment donné qui la passe, mais un peu avec nonchalance. Il met pas trop de force dans la passe et tout. Bon, du coup, t'as un Christian Brown, je sais plus qui la gratte. Christian Brown, pareil. Bon, je l'ai dit, il a fait un super match, mais il nous a sanctionné là-dessus aussi. Ouais, non, t'as pas mis les ingrédients qu'il fallait pour remporter cette rencontre. Et si je peux embrayer sur le volet défensif, dans le premier quart-temps, Hartenstein aussi, il a des problèmes de faute. Et il a pas d'impact défensivement parce que Denver a trouvé un moyen de le sortir totalement de la raquette, de le sortir du marquage de Jokic. Et Jokic s'est retrouvé trop de possession face à un joueur plus petit. Il y avait encore les séquences avec du Shai en aide qui servent à rien parce que Shai est trop petit pour contester quand t'as Jokic qui va faire un hook ou Gordon ou Porter Jr. Enfin, tous les joueurs de Denver sont trop grands. Mais t'as aussi des séquences où Jokic il a les bully balls face à Chet. Enfin, tu t'es fait malaxer hein, défensivement sur l'entame de match parce que ils ont trouvé la manière de sortir Hartenstein. Et en plus, Hartenstein a fait des fautes. Je sais plus si ces 2 fautes sont sur Jamal Murray, mais en tout cas, il fait des fautes très vite alors qu'il n'est pas en match-up direct sur Jokic sur les possessions. Et ouais, t'étais à l'envers, notamment défensivement. Et Denver, t'as puni là-dessus. Jamal Murray fait une grosse entame de match hein, pour le coup. Donc c'est lui qui maintient Denver dans le coup, notamment en première mi-temps. Et après, Jokic fait un gros match, Christian Brown aussi. Mais ouais, t'as pas réussi. T'as mis du temps à trouver la solution sur comment éviter de faire switcher ton défenseur sur Jokic à l'extérieur du terrain. T'as réussi à trouver un peu plus de solutions en deuxième mi-temps, mais bon.
Ouais, très vite. Jokic s'était mis en rythme, mais t'as pas réussi à l'arrêter non plus. Mais le premier quart-temps, c'est ça qui m'a choqué. C'est grand défensivement, ton plan de jeu qui marche depuis plusieurs matchs, il a pas du tout été appliqué et t'as trop facilement accepté les switches. Ah, c'est même pas le match de Jokic. Ouais, Jokic, il est, je sais pas, en 29-14-8 ou une connerie dans le genre. Ouais, disons qu'il est dans ses standards, alors que les matchs d'avant, t'as réussi à le freiner, quoi. Là, pour le coup, il est à droit, il met ses paniers. Enfin, voilà, il est en rythme, mais tu l'as laissé rentrer en rythme, donc du coup, sans faire un match, comme tu l'as dit, enfin, il met pas assez, je sais plus comment il a mis au game 5, mais 40, 45, 44. 44, ouais, c'est ça. Il est pas dans ce genre de stratosphère-là. On espère qu'il le sera pas au game 7. Mais il est dans ses standards et il n'a pas été assez mis en dehors de ses spots et déstabilisé comme tu l'as fait sur les matchs d'avant où tu as réussi quand même à le sortir, pas le sortir de ses matchs, mais à réduire son efficacité. Bah, moi, j'ai envie de dire que c'est depuis le match 5. Hein. Enfin, les pick and roll inversés, ça fait encore. Je vais le dire quand on va faire la preview du Game 7, mais depuis la deuxième mi-temps du Game 3, Denver a toujours été meilleur que toi. Denver a remporté 8 des 11 derniers cartons. Denver, petit à petit, plus les matchs avancent, plus elle met ta défense au supplice. Enfin là, pour le coup, encore une fois, les pick and roll inversés. Alors peut-être qu'avec l'absence d'Aaron Gordon, ils pourront en faire un petit peu moins. Mais le fait d'avoir Jokic en screener et le fait de faire sortir Chet, justement, qui bah, du coup peut pas être en second rideau en protection de cercle, ils ont beaucoup ciblé Chet on ball d'ailleurs Ouais. sur ce match 6. Et c'est là où tu vois que Chet on ball, c'est quand même pas non plus extraordinaire. En tout cas, c'est moins bon qu'en termes de pure protection de cercle. Donc oui, je trouve que c'est une attaque de Denver qui trouve en fait, c'est l'attaque enfin c'est le match où ils ont mieux attaqué. Ils tentent 41% de leurs tirs au cercle. Quand les tirs ils sont pas au cercle, ils ont des 3 points qui sont wide open. Ils allaient dans les spots où ils voulaient sur ce match-là. Encore plus qu'au début du match 5, tu vois, où ils allaient au cercle à gauche. Je trouve que vraiment cette défense du Thunder est petit à petit est en train de craquer toujours plus face aux Nuggets. Et Ils ont provoqué 32 lancers aussi. Hein. ouais, mais Pour avoir des paniers faciles, mais tu vois, ils ont quand même énormément de volume sur les lancers et ils se trouvent des points facilement comme ça. Hein. Oui, parce que bah, t'as des drives où ils arrivent lancés, où t'as Jamal Murray qui arrive à provoquer le contact. Enfin, ils ont beaucoup d'actions où ils ont un petit temps d'avance sur le défenseur, sur le vis-à-vis, et où bah, c'est soit de la pure physicalité, soit c'est du toucher, soit c'est de la création de contact, ce que n'arrive pas à faire Thunder en dehors de chez Gilgeous Alexander pour provoquer des fautes. Donc je trouve que ouais, c'est en dehors du premier quart-temps du Game 5, où pour le coup défensivement c'était catastrophique ce que tu proposais, c'est la mi-temps où tu t'es fait, enfin en tout cas c'est le match où défensivement tu t'es fait le plus souffrir quoi. En plus de ça, les shooters ont mis dedans, ou en tout cas une bonne partie des shooters ont mis dedans. Même Michael Porter Jr. a remis un peu le nez à la fenêtre, Julian Strother, voilà, on en a déjà parlé, mais je trouve que ouais, c'est une défense de KC qui est vraiment en train de craquer parce que depuis que Denver surutilise les pick and roll inversés avec Nikola Jokic, et bah t'as beaucoup de mal à les défendre. Et au niveau des turnovers, juste pour revenir sur ça, OKC termine la mi-temps avec plus de turnovers que Denver. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas gagner un match avec Denver qui termine avec. Enfin, tu peux pas gagner un match sur une mi-temps où Denver termine avec moins de ballons perdus que toi. Et puis deuxième point, puisque tu parlais de la taille ou tu parlais du fait que Hartenstein avait des problèmes de faute, Mark Denlow doit arrêter de mettre des line-up avec juste un intérieur. T'as un moment dans le match 6 où t'as Jalen qui est seul pivot. C'est pas possible. C'est pas possible, je suis désolé. Il y a un moment où il faut comprendre que dès que tu ne joues pas avec un intérieur, enfin dès que tu joues pas avec deux intérieurs, tu te fais ouvrir au rebond offensif. Parce qu'OKC c'est encore bien fait ouvrir au rebond offensif. Je crois que Denver a fait 11 rebonds offensifs pour 23 points marqués. C'est-à-dire que dès qu'ils avaient rebond offensif, ça donnait panier. Ce qui a coûté extrêmement cher à OKC sur ce match-là. Donc ouais, c'est ça, 11 rebonds offensifs pour 23 points marqués. Ça a coûté trop cher, ça a coûté bien trop cher à OKC et voilà, il faut arrêter. T'as un moment où tu passes en line-up small dans le troisième ou dans le quatrième quart-temps, je sais plus là. À un moment, bah, ça doit être début du quatrième quart-temps puisque c'est les minutes sans Jokic. Ouais. Oui, Jokic, t'as Aaron c'est Gordon quoi en 5, ouais. C'est Peyton Watson en 5 même. Il me semble que Enfin, non, je crois que t'as Aaron Gordon sur le terrain à ce moment-là. ah, je suis... Après, t'as peut-être les deux, hein. T'as peut-être les deux. Bon, Adelman, en il tout le cas, fait t'as de pas temps en temps. Jokic. Mais... T'as pas Ouais. Jokic. Et qu'est-ce que fait OKC T'as aucun intérieur, il me semble, sur cette à ce Ouais. moment-là. T'as Ouais, mais aucun tu vois, intérieur. cette line-up là, quitte à, bah, je préfère, tu vois, qu'on ait un super small ball et que t'essayes de tenter un truc plutôt que, comme tu l'as dit, d'avoir un seul intérieur, parce que ça n'a pas de sens. C'était une rotation à trois intérieurs. Sachant que, tu vois, on savait que Chet Hartenstein jouerait beaucoup, mais Jalen, on savait pas trop à quel point ça allait produire et tout, mais Jalen, il fait une bonne série. Donc, utilise-le, mais dans de bonnes conditions, quoi. Chet, faut qu'il joue beaucoup de minutes, et oui, les line-up à un seul intérieur, je suis d'accord, c'est pas, enfin, tu te fais ouvrir là-dessus. C'est pour ça que la line-up très petite, la très petite sans pivot, elle me choque moins parce que au moins t'essayes
c'est très jusque-boutiste comme tentative, mais c'est ce qu'on s'est dit même au courant de la saison, le moment où OKC avait plus de pivot et jouait en super small ball, enfin, ça donnait des trucs intéressants, donc tu peux te dire sur des courtes séquences, ça peut se tenter même contre cette équipe de Denver, Pour moi, non, parce que tu te fais tellement ouvrir en rebond offensif et ça s'est vu encore. Enfin, je suis désolé, quand tu joues face à une line-up où en face t'as Christian Morant, t'as Russell Westbrook et t'as Peyton Watson, face à cette équipe-là qui est incapable de faire un box-out dès que t'as pas deux intérieurs qui font 2,15 m, ça n'est pas viable. Ça n'est pas viable. Et tu as vu sur l'intégralité de la série, déjà les minutes avec Chet tout seul, tu te fais ouvrir au rebond offensif face à des mecs qui depuis 6 matchs font que te out-hustle au rebond. Tu dois amener un peu de taille. Là, pour le coup, en fait, tu as essayé de répondre à une problématique qui était on met pas de 3 points, mince, comment qu'on fait? Du coup, tu t'es dit, bon, je vais passer petit. Sauf que non, ça marche pas. Et même, tu vois, si de l'autre côté du terrain, puisque tu étais à la recherche de spacing, bah, tu pouvais très bien mettre Jeline qui, pour le coup, met dedans sur cette série et te faire, bon, bah écoute, Jeline, tu vas faire poseur d'écran, tu vas faire un peu de handle. Enfin, voilà, moi je trouve que partir sur du small ball, c'était complètement stupide, je vais le dire, parce que tu savais depuis le début de la série que n'importe quel joueur de Denver est capable de te out-hustle au rebond offensif. Et en plus, c'est sur les minutes où tu as les deux joueurs qui mettre le plus de hustle avec Peyton Watson et Russell Westbrook. ouais. Après, le parti pris, je le comprends un peu plus que le Chet poste 5 où là vraiment, tu te fais enfoncer. Il s'est fait défoncer quand il était tout seul au poste 5. Mais tu vois, le super small ball, t'en as parlé du fait qu'OKC avait perdu plus de ballons que Denver en première mi-temps. Tu peux te dire, super small ball, ok, tu te fais ouvrir en rebond offensif. Par contre, tu vas essayer de gratter des ballons et te provoquer beaucoup de pertes de balles. Tu vois. C'est pour ça que je trouve ça n'a pas marché, on est d'accord, mais je trouve que le parti pris est pas si bête. Là où le fait de jouer avec un seul intérieur, tu peux pas avoir cette ultra agressivité que t'apporte le super small ball. Et tu peux pas avoir non plus la protection du rebond que t'apporte la line-up à deux intérieurs. Donc oui, le fait de foutre, surtout quand c'est que Chet, tu vois, limite si tu veux foutre qu'un seul intérieur, c'est Hartenstein. Je vois pas trop l'intérêt de faire ça avec un autre intérieur, parce que Jeline, la protection de cercle en lui-même, il est pas bon. Et Chet, il se fait enfoncer par Jokic. Même si tu le foutais en match-up face à la line-up avec Aaron Gordon en 5, Aaron Gordon, il est capable de l'enfoncer aussi. Donc ouais, moi c'est plus la line-up avec seulement Chet qui m'a dérangé là-dessus. Le Super Small Ball, de toute façon, le match était déjà en train de tourner au moment où tu as tenté ça. Je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est pas ça qui m'a le plus choqué en tout cas. Oui, bon, il avait déjà tourné avant, mais en fait, c'est ce qu'on avait dit quand on avait fait la preview avec Pierre, c'est que comme tu n'arrives pas à forcer de turnover du côté de Denver, ou en tout cas comme tu n'arrives pas à en forcer autant, il y a peut-être un moment où il va falloir te calmer sur les fautes aussi. Enfin, je suis désolé. Les fautes, c'est ce qui a mis OKC en rythme et c'est ce qui a sorti OKC de la première mi-temps. Quand tu vois que Jeline a des problèmes de faute, quand tu vois qu'Hartenstein a des problèmes de faute, quand tu vois que Shea a des problèmes de faute, il y a un moment où cette équipe d'OKC, elle doit un petit peu se focus. Alors oui, quand c'est Chet qui vient contester un drive de Jamal Murray, bon, je veux bien qu'il y ait faute, mais franchement, Shea, il prend deux fautes. Je crois qu'il prend deux fautes. C'est juste où il fait un reach-in, où il essaye de taper sur le bras de Jokic pour essayer de lui choper la balle. Où il y a un moment, Jokic il fait un post-up sur lui, c'est sa troisième faute, elle est déjà stupide. Jokic il fait un post-up sur lui, Shea il essaye de faire faute. Alors Jokic je crois qu'il doit faire 0 sur 2. Pour le coup c'était peut-être là où justement ça a été favorable, mais Jokic normalement il va te faire 2 sur 2. Quand tu vois que tu es déjà à deux fautes, vas-y encaisse les 2 points, tant pis, plutôt que de prendre ta troisième et de mettre ton équipe en difficulté. Et c'est là pour le coup où après je pense qu'on clôturera le volet de l'aspect défensif et de l'aspect des fautes. C'est là où je voudrais taper sur chez Gilgeous Alexander, c'est que ouais, ok, il est impactant au scoring. Bon, le troisième carton, tu le vois pas parce que déjà il joue pas beaucoup et puis même en termes de tir, il entend pas beaucoup non plus. Les step back à 3 points tombent dedans. Denver le défend un peu plus en individuel, donc il a un peu plus accès à ses spots. Très bien, pas de problème. Mais il est où ton leadership? Il est où ton leadership? Parce que je suis désolé. On en a parlé avec Pierre quand on avait fait le débrief du match 4. Où on avait dit que c'était Caruso qui gueulait quand il faisait, qui gueulait quand cette équipe était en difficulté sur les temps morts. Là, tu es un joueur qui va être MVP, qui est dans sa 6e ou dans sa 7e saison NBA. T'es 3 fois All-NBA, t'es 3 fois All-Star, t'es un des 3 ou 4 meilleurs joueurs du monde. Tu ne peux pas, à ce moment précis, dégoupiller comme chez Gilgeous Alexander a dégoupillé. Parce que déjà, il prend sa troisième sur Jokic. Il y a sa quatrième où il fait un espèce de swat là sur Christian Brown au cercle. Elle est limite, ouais. Elle est très limite celle-là. Il n'y a pas faute. Elle n'y a pas faute sifflée, mais. Il y a faute. Il y a faute. Ça serait, ouais, c'est pas scandale si elle est sifflée. Il prend le bras, il prend pas du tout le ballon, il prend le bras. Donc déjà là, il dégoupille. Et comment, avec le nombre de calls que tu as eu en ta faveur sur la première mi-temps, comment tu peux
dégoupiller juste parce qu'il y a un call qui va pas dans ton sens. Je veux bien qu'au scoring il ait porté l'équipe, je veux bien qu'il ait une charge offensive, mais le simple fait de faire ça, quand bien même on peut critiquer Jalen Williams parce que sa prestation offensive est absolument catastrophique, c'est ce moment-là, c'est ce point de bascule qui fait que le Thunder perd le match. Perd complètement le match parce que si Shai Gilgeous-Alexander prend pas sa quatrième de manière stupide en plus, où tu vas essayer de récupérer la balle dans les bras de Jokic alors que Jokic il va jamais perdre la balle et que tu sais très bien que Jokic dès qu'il va voir Shai, lui il va avoir l'intelligence de dire attends il a 3 fautes, je vais essayer de vendre un petit peu le contact pour que la faute soit sifflée et pour obliger les arbitres à prendre une décision, eh ben, je suis désolé c'est stupide, c'est dégoupillé, c'est un truc d'abruti, je vais dire les mots. Et c'est un truc que tu dois avoir le awareness. J'ai pas la traduction en français, mais tu dois avoir le awareness d'être un joueur qui porte ton équipe et de pas faire ce genre de faute là. C'est impossible. Donc ouais, pour le coup, moi c'est vraiment ce qui m'a frustré, c'est que Shai Gilgeous-Alexander a complètement dégoupillé. Et encore une fois, c'est un truc que j'attendais de Russell Westbrook quoi. Russell Westbrook quand il était au KC, il y a des actions où les fils se touchent, où il est capable de dégoupiller. Je m'attendais pas ça de Shai Gilgeous-Alexander. Et pour le coup, on peut dire ce qu'on veut sur la performance de Jalen Williams, on peut dire ce qu'on veut sur le manque d'adresse à 3 points. Je pense que si je dois cibler le premier fautif de cette défaite de KC, elle est pour Shai Gilgeous-Alexander. Alors que c'est le meilleur joueur de KC, c'est ça qui est fou. Hein. Oui, mais c'est lui Mais qui oui, te tu l'as dit, pénalise tout autant. c'est ça. Bah, de toute façon, alors moi il y a un autre truc, comme tu l'as dit, le manque de leadership entre guillemets. Alors offensivement, il est hyper adroit, etc. C'est le lucidité. Voilà, je viens de trouver pour awareness. Ouais, Il a manqué de mal, lucidité. Mais un truc qui est énervant, c'est cette quatrième faute où en plus c'est une faute. Enfin, les fautes offensives, j'ai toujours du mal moi, avec les stars. C'est pour ça que Karl Anthony Towns, je suis pas un grand fan, par exemple, c'est qu'il y a des fautes offensives à la C'est con. même pas une faute Mais offensive, c'est il perd la balle. c'est une faute sur une phase offensive. Donc il perd la balle et il va essayer de la gratter. Alors tu sais très bien que tu vas pas l'avoir. Tu sais très bien que c'est mort. Pour moi, c'est une faute parce qu'il a pas le call, donc du coup il fait bah vas-y, je vais essayer de la récupérer. C'est de ce la qui est pure complètement frustration. con. Alors que tu vois, il aurait pris sa quatrième sur là où il prend le bras de Brown, là où il devait prendre sa quatrième. Ça m'aurait énervé parce que je me dis putain t'as 4 fautes. Bah, d'ailleurs en deuxième mi-temps il se fait cibler défensivement parce que les Denver ils savent très bien que Shai il est sur le terrain dans le troisième quart mais qu'il peut pas prendre sa cinquième faute sinon Casey est mort. Bon Casey est mort quand même. mais il sort tôt dans le troisième carton aussi. Il sort ouais. tôt dans le troisième carton à cause Bah, de il joue à 7 minutes je crois. 7 minutes dans le troisième quart. Mais il sort il reste 7 minutes 30 dans le carton parce que même sur le flux d'ESPN ils disent que c'est early, ouais, mais il revient parce qu'il joue 7 minutes 35 dans le troisième quart. Oui, il revient. Mais oui, il sort très tôt. Ouais, il sort très tôt dans le troisième quart. Mais oui, cette quatrième faute, je suis d'accord, c'est le tournant du match. Et il y a un autre truc qui me frustre un peu avec Shai et que je me disais devant le match quand il était sur le terrain, mais t'as personne qui met ses tirs autour, t'as pris 16 tirs. Prends-en 25. Prends-en 25, 30, allez. Bah, 25 avec des lancers, tu vois. Parce qu'il y a 11 lancers provoqués. Mais ouais, mais sur ce match-là, je trouve ça flagrant, c'est que autour, personne met ses tirs. C'est une catastrophe. T'as un peu Chet qui a eu de la production offensive, un peu Kayson Wallace qui était pas si mal, honnêtement. Et tu l'as dit, Jalen a mis quelques tirs. Mais sinon, enfin, Jalen Williams, on va en parler, mais match horrible de Jalen Williams pour le coup, il rentre rien du tout. Alors qu'il a fait une bonne antenne pourtant. Mais dans ce genre de match-là, toi t'es en feu, tes coéquipiers ils mettent rien, mais prends tous les tirs, joue comme Kobe, rien à cirer. Là t'as le droit. Là t'as le droit. Prends 25 tirs, provoque 15 lancers. Allez, même s'il y a du déchet, etc., je m'en fous, mais t'es en train de faire un super match et tu prends ta quatrième pour rien et en plus tu prends pas assez de tirs, c'est pas possible. Et là je te rejoins sur le manque de leadership de Shai parce que moi le fait qu'il soit pas trop vocal, on a connu des superstars qui étaient pas très vocales et qui pourtant avait énormément de leadership juste par l'exemple et par ce qu'il faisait sur le terrain. T'es pas obligé d'être là pour le coup, voilà. Là c'est là où c'est là où on peut dire qu'il y a un manque de leadership, c'est que tu peux pas faire ta quatrième faute comme ça. C'est pas possible et t'as été sanctionné direct, t'as pris un run en fin de carton, t'as plus 3, tu l'as dit avec un tir au buzzer de Lugensdorf qui a eu le droit de marquer à l'extérieur pour le coup sur ce tir-là. Bravo. Mais sinon t'as égalité et, à la mi-temps, franchement, oui, j'étais devant le match, je me dis bon bah c'est mort, c'est mort. Là c'était tu devais leur mettre la tête dans le seau et voilà, Denver, ça les a remis dans le match et ils font une super deuxième mi-temps et ils t'enfoncent, quoi. Donc, ouais, c'est le tournant du match, cette quatrième faute. Oui, et puis surtout, tu regardes début de troisième quart-temps, il y a un moment où il se retrouve à défendre en transition. C'est le seul joueur, je crois, qui se retrouve. Enfin, ouais. Tous les joueurs d'OKC sont derrière le porteur. C'est le seul qui se trouve entre un. Il y a un 3 contre 1, je crois, à ce moment-là, ouais. Tu te dis comment il peut se retrouver dans cette situation. Il y a un post-up où il est ciblé par Aaron Gordon aussi, où c'est empty side. Enfin, tout le monde est de l'autre côté du parquet. Il se retrouve tout seul à défendre au poste sur Aaron Gordon. Et tu vois que bon, déjà la série défensive de Shai Gilgeous-Alexander,
est très moyenne, hein, on va être très honnête. Hein, le nombre de backdoors qu'il oublie sur Christian Brown ou le nombre de fois où il est pas bien placé, enfin voilà, je suis désolé. C'est pas possible en fait qu'on te cache entre guillemets défensivement, ou en tout cas qu'on privilégie d'autres gens parce que le personnel est meilleur que toi. C'est pas possible qu'on te mette sur le joueur qui est le moins dangereux balle en main, tout en dormant sur la probabilité qu'il fasse des backdoors. Enfin, je suis désolé, c'est la 10e fois, 11e fois, non, 10 fois. Denver OKC se sont joués 10 fois cette année. Shea, il a dû passer 95% de ses possessions à défendre sur Christian Brown. Il y a un moment où tu sais un minimum que le mec il va faire des cut backdoors. Donc il faut être, encore une fois, faut être lucide. Faut avoir des yeux dans le dos. Enfin, tu sais qu'à un moment il va faire un cut backdoor. Faut arrêter d'être focus sur Nikola Jokic qui fait un post-up et pas regarder ce qui se passe derrière toi. Donc oui, moi il y a plein de choses qui me frustrent sur la série de chez Gilgeous Alexander. Son efficacité en attaque, comme tu l'as dit, elle a été retrouvée. Il y a des step back à 3 points qui tombent enfin dedans. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Le fait qu'il ne tente que 16 tirs, dans tous les cas, Denver ne calcule pas les joueurs d'OKC en dehors de chez Gilgeous Alexander offensivement. Donc au pire, ce que tu fais, c'est que tente 30 tirs. S'il continue à faire une défense individuelle, eh ben, tant mieux. Tu vas continuer à scorer. S'il commence à se dire, il commence à nous mettre ça fait plusieurs tirs de suite qui rentrent, il commence à nous mettre une petite piquette, on va peut-être rebalancer de la zone. Eh ben, justement, ça va te créer des opportunités pour les autres pour rater éventuellement leur tir à 3 points, mais pour avoir des tirs wide open. Parce que sur ce 3e quart-temps, honnêtement, et même le début de 4e quart-temps, j'avais l'impression de revoir la série face à Dallas, où tu tentais des 3 points par dépit, parce que tu n'avais rien de mieux à tenter. Et franchement, sur tous les 3 points que rate le Thunder, parce que je crois qu'il y a un moment où Casey doit louper quoi, 14 tirs à 3 points de suite ou une connerie dans le genre. 13. Parce que ils mettent la stat à 12 et je crois que Caruso rate un tir dans le corner à ce moment-là. Je sais plus si c'est Caruso, mais c'est 13, ouais. 13 tirs de suite. Je sais qu'à un moment, tu as 2 sur 17 à 3 points en deuxième mi-temps, mais là, pour moi, c'était des tirs de dépit, quoi. C'était des tirs parce que tu n'avais pas mieux. Donc, dans tous les cas, puisque la défense de Denver ne s'adapte qu'à toi, eh ben autant tenter 30 tirs, parce que si elle s'adapte et qu'elle passe en zone, au moins tu vas peut-être avoir des cuts backdoor pour Lugensdort, ce que tu as eu sur le premier carton du match 6, là où tu as Ludort qui met un gros dunk parce qu'il vient faire un cut backdoor, parce que toutes les défenses sont attirées sur Shea. Donc oui, pour moi, ça doit être du chez Gilgeous Alexander qui lâche pas la balle, en fait. Qui lâche pas la balle, peut-être avec un écran d'Isaiah Hartenstein, mais c'est le seul joueur où la défense de Denver s'ajuste en fonction de ce qu'il propose. Donc autant attirer toute la défense sur toi, ce qui va potentiellement libérer tes coéquipiers. Il y a un tout dernier truc sur le cas chez Gilgeous Alexander, et c'est dans un cadre un petit peu plus large. Quand chez Gilgeous Alexander prend sa 3e faute, qu'est-ce qu'il fait, Mark Delholt? Il passe en zone. Putain, il aura fallu attendre le 2e quart-temps du match 6 pour qu'il passe en zone. Et devinez quoi? Ça marchait. Ça a marché, ouais. Et on l'a pas revu après. Bien sûr, hein, puisque OKC a pas envie de défendre en zone. Hein. C'est vrai que la zone de Denver, elle se fait tellement démolir à chaque match que tu dis, c'est pas intéressant de l'utiliser de notre côté. C'est pas un bon mécanisme pour défendre, surtout quand les mecs mettent rien à 3 points depuis la fin du match 3. Donc non, voilà, c'est encore une fois beaucoup Mark Delholt qui prend un challenge d'ailleurs aussi il est passé. qui est passé, mais le deuxième par contre n'est pas passé. Ouais. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises par cette équipe d'OKC, que ce soit de ton leadership, que ce soit de chez Gilgeous, enfin que ce soit de ton leader avec Shea, que ce soit de ton coaching. Enfin voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de manquements qui font que OKC se retrouve à jouer un Game 7. Mais voilà, on peut parler sans trop non plus s'étaler, parce qu'il faut quand même faire la preview du match 7, mais parler vite fait de la deuxième mi-temps avec la performance ignoble de Jalen Williams. Terrible. Si je peux juste, je vais rajouter un petit point sur la défense de Shea. On peut essayer de le mettre sur Michael Porter Jr. du coup, vu qu'il n'est pas capable de défendre des cuts. C'est peut-être celui qui va le moins cut, hors Murray et Jokic, mais parce qu'ils ont beaucoup la balle. Alors que là, Mark Daigneault a mis Lugensdort sur Michael Porter Jr. sur ce match. Il y a eu des longues séquences de Dort sur Michael Porter Jr. J'ai pas compris. j'ai pas compris le plan défensif là-dessus. Je sais pas. Le problème, c'est que si tu mets Shea en défense sur Michael Porter Jr., ça lui demande de savoir naviguer entre les écrans. C'est pas faux. Mais de toute façon, même face à un Christian Brown, il faut savoir naviguer un peu entre les écrans quand même. Donc, il y en a quand même moins. Pour le coup, il y en a moins, on est d'accord, mais je sais pas, je trouve, je sais pas, ça peut se tenter en tout cas, sachant que Porter Junior, tu sais qu'il est diminué, même si là, il a été un peu plus adroit, mais. Ils ont mis une petite piqûre là. En tout cas, ouais, tu sens qu'il y a eu, il y a de la. Il y a des plaquettes là. Comme le pied de Nadal à Roland Garros là. C'est ça. Là, ça revient. C'est ça. C'est pour ça que je parierais pas trop sur l'absence d'Aaron Gordon parce que c'est un Game 7. C'est un Game 7. C'est possible qu'il joue. Oui. Mais oui, voilà. C'était juste pour en glisser une sur le plan de jeu sur Lugensdort.
Et oui, on peut parler maintenant de cette deuxième mi-temps où c'était horrible. Hein. C'était un moment horrible. On s'y attendait en voyant le scénario de la fin de première mi-temps où tu gâches ton avance. Et ça s'est passé. OKC n'a rien rentré à 3 points. Denver a été à droit. Petit SO à Julian Strawther qui fait la mi-temps de sa vie. Il est Non, exceptionnel. non, non, la mi-temps de sa vie, ça va être la première mi-temps du Game 7 quand il va être titulaire, tu vois. Attention, attention. Tu vas voir. Peyton Parce que ce Watson sera pas. d'ailleurs qui passe pour Walker Kessler en termes de protection de cercle aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, Peyton Watson, oui, il a pas été à droit, mais par contre là-dessus, je sais plus sur qui il met son compte là. C'est sur, je sais plus, c'est pas sur Chet ou je sais plus si c'est sur un grand qui met son contre en plus. Je sais plus, mais toujours Mais est-il que la Denver fait 6 contre rien qu'en deuxième mi-temps. ouais, c'était horrible. Et bon, on a enregistré une pour le gars à culotte, on l'a dit, 13 tirs à 3 points de suite ratés par OKC, alors t'avais des tirs de dépit, mais début de mi-temps, c'est des tirs ouverts que t'as. Hein. Ça va, ouais. C'est des tirs que tu dois mettre, hein, franchement, et ils sont tous ratés. Tous, les 13 tirs de suite ratés, et OKC sur la deuxième mi-temps, attends, je retrouve la stat, mais 4 ils sur sont 23 à 3 points. 4 sur 23, Sur 50 tirs. sachant que Caruso en met deux dans le quatrième quart, quand ça compte plus, mais donc vraiment, enfin, horrible ce qui a été rentré à 3 points, et on peut embrayer sur Jalen Williams. Match horrible. Match horrible. Il y a 10 passes D. Hein. Dans les stats, il y a 10 passes D. T'as envie de te dire, oh, ce petit match à la Rajon Rondo. Il aurait pu en avoir 19. Hein. Ouais, franchement, ouais. Mais scoring, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. T'as Shea qui prend sa quatrième. C'est à toi de prendre le relais. C'est pas possible que tu commences le match à 2 sur 4. Et c'est peut-être les 2 premiers tirs du match en plus qui rentrent. Hein. Parce qu'il fait pas une mauvaise entame, hein, J-Dub, justement. Hein. Il commence bien. Lui et Chet commencent bien offensivement. Et après, il met plus rien, quoi. Rien du tout. Pull-up à mi-distance en sortie d'écran, là, c'est le seul truc Ouais, dont super, je me rappelle. Super, oui, dans le deuxième quart, il met ça. Mais deuxième mi-temps, il a 0 sur 8 à 3 points, il met 0 points. 0 points. Il serait à 0 sur 8, mais tu sais, ultra agressif, un peu trop. Bah, là, Russell Westbrook à l'époque, quoi. Quand il rentrait dans des murs, bah, au moins, il provoque des lancers, tu vois. Là, c'est 0 sur 8, mais sur des tirs mauvais, en plus, quoi. Et même quand il est ouvert, il rentrait rien. Les 3 points étaient ouverts de J-Dub et il mettait que dalle. Le compte de Peyton Watson, c'est sur lui. Hein. Ah, non, mais c'est possible, ouais. Franchement, c'est possible en en parlant, ouais. C'est un 4-point swing, c'est quand OKC est à moins 7, il y a une perte de balle de Denver, J-Dub enfin Jane Williams, parce que je ne veux pas l'appeler J-Dub, J-Tubby au pire, je peux l'appeler comme ça. Jane Williams, ouais, J-Tub, effectivement. Ouais. Elle est horrible, hein, celle-là, désolé. Hein. Non, je suis désolé. Moi, c'est ce que je dis toujours. Quand c'est bien, on le dit. Quand c'est nul, on le dit. Hein. C'est pas parce qu'on est supporter qu'on va se mettre des œillères. Surtout que la série de Jalen Williams, encore une fois, merci pour le tir au match 5. Peut-être que si tu avais fait des performances offensives un peu meilleures que ce que tu as fait depuis le début de la série, il n'y aurait pas à jouer à Game 7. Donc du coup, ouais, il y a une perte de balle de Denver. Jalen Williams, il essaye de provoquer la faute là en se penchant un peu du côté de Peyton Watson. Peyton Watson, il lui met un gros bloc. Et Denver ensuite marche. Je crois que c'est Christian Brown qui doit mettre un panier. Et au lieu de revenir à moins 5, tu retournes à 9. Non, c'est Westbrook. Il a perdu la balle, t'as le contre, et Westbrook qui marque. Bon, bah, c'est pas arrivé souvent dans ce match, mais c'est Westbrook. Ouais. Au lieu de te retrouver à moins 5, tu te retrouves à moins 9 et on est dans un moment qui est assez crucial quand même dans le match parce que tu es milieu de quatrième quart-temps, donc c'était vraiment le moment où tu pouvais... ouais, il reste 9 minutes, tu es en début de quatrième quart-temps, mais c'est le moment où tu pouvais commencer à distiller le doute un petit peu du côté de Denver comme tu avais fait au quatrième quart-temps du match 4 et du match 5. Et puis tu as le dunk raté aussi. Alors je crois que c'est un moment où il y a plus 14 où ça vaut plus rien, mais le dunk raté c'est un peu l'aboutissement, la consécration, le résumé du match de Jalen Williams, absolument catastrophique. Et comme tu dis, les 10 passes, franchement, le nombre de fois où il loupe Hartenstein, le nombre de fois où il loupe à l'intérieur, franchement, il aurait pu terminer à 18-19 passes tellement personne ne le calculait. Et puis son process offensif est pas bon. Il y a des drives qui sont catastrophiques. Le pull-up à 3 points, l'augmentation de ce volume à 3 points qu'on avait un peu vu en début de saison a complètement disparu aussi. Il tente des trucs extrêmement compliqués que la défense de Denver a absolument envie de lui donner tous les jours. Donc ouais, c'est au-delà de ça. Ça résume aussi un petit peu tout le process offensif du Thunder sur cette deuxième mi-temps. Franchement, on a pu critiquer aussi le playmaking de Shai Gilgeous-Alexander pour pas être capable de faire les bonnes lectures sur les intérieurs. Franchement, le nombre de fois où il a trouvé Cason Wallace ou Alex Caruso qui était relativement ouvert dans le Docker spot et où Cason Wallace il te fait un espèce de scoop, il te fait un espèce de skyhook main gauche sur Peyton Watson, ou Caruso il va te fumble le layup, Shai Gilgeous-Alexander pour le coup lui il termine à 6 passes. Il y en a au moins 5 ou 6 qui sont vendangés par les coéquipiers. Donc ouais, non, il y a des trucs, il y a des airballs, hein, je crois là-dessus. Hein. Des airballs sous le cercle. Hein. C'est
Je sais plus, je crois que Caruso c'est un airball. Mais ouais, Il y a non. des finitions de Caruso qui sont immondes. Ouais, non, franchement. Bah, il fait pas un bon match. Le quatrième quart, il est énorme, mais il compte pas. Parce que t'es déjà au fond. Mais sinon, ouais, il fait pas un bon match pour le coup. C'est le C'est peut-être son Caruso des premier mauvais mauvaises match. fois. Ouais. Il met 0 points en 19 minutes et il Mais fait des Dipion dans le fautes qu'il quatrième. faut Ouais. pas faire. Enfin voilà, c'est le Caruso des mauvais soirs. Donc Mm. ouais, bon, c'est comme ça, j'ai envie de dire. Mais effectivement sur enfin, Jalen Williams, je peux vous citer ses performances au tir sur la série. 5 sur 20, 6 sur 11, 11 sur 21, 2 sur 13, 5 sur 14, 3 sur 16. Jalen Williams est à 10 sur 43 depuis le fameux match 3 où il est très bon. 10 sur 43. Il est à Il a bien répondu à son statement game. Hein. ouais, Wow, ça a bien été un tremplin vers une grosse série, quoi. il est à 2 Ah, sur cata. 14 de tir. Ouais. 2 Franchement. sur 14 à 3 points depuis le match 3. Donc, franchement, et c'est là aussi où le parallèle fait très mal. C'est que tu vois que Jamal Murray, franchement, depuis le match 3, il est quand même. Alors, il y a toujours des moments de down parce que Jamal Murray est pas non plus impérial sur l'intégralité des matchs, mais il y a des moments où il step up. Alors que Ouais. Jalen Williams, il n'y a aucun moment où il step up, quoi. Hormis le match 3, franchement, il y a le tir encore une fois au match 5, et puis c'est tout, quoi. Mais Ouais, puis c'est un tir grand ouvert, hein, le match 5. Hein. C'est là où après, Jamal il faut le Murray, quand il rentrer. step up, faut le mettre, hein, c'est bien, bravo. Hein. Franchement, il l'a mis, c'est cool. Mais Jamal Murray, quand il step up, c'est des tirs d'une autre difficulté et il t'en enchaîne 3-4. Hein. Mm, 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 mm. C'est pas le même niveau de seconde option pour le coup. Hein. Oui, Mais donc ouais, c'est non. encore plus dramatique de comparer les secondes options où, bah voilà, sur ce match, Jalen Williams, il se fait outplay enfin, il se fait outscorer par Russell Westbrook, alors que Russell Westbrook est peut-être le pire joueur du match. Il se fait Ouais. quand même outscorer par Russ, sachant que Russ joue 17 minutes, là où Jalen Williams en joue 38. Voilà. Non mais 6 points quoi, 6 points, je suis désolé. Et tous dans la première mi-temps où il avait fait une bonne entame. En plus, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, tiens, ça ressemble pas mal à Jalen Brown cette histoire, tu le vois beaucoup sur le terrain, il fait une bonne entame, et t'as la scoreboard qui s'affiche 6 points, et je me dis, mais le ressenti c'était 10-12 points, tu vois, c'est bizarre. Et en fait, c'est un mec t'as l'impression qu'il fait un match énorme, et tu vas avoir la ligne de stats à la fin quand il fait un match énorme, il a 25 points, et tu dis, bah, il monte pas si haut, finalement, c'est bizarre. J-Dub est capable de monter très haut, mais quand il a un régime de tir plus équilibré entre ses 2 points, 3 points, lancés francs, là, il retombe dans ses travers, tu l'as dit, de prendre des mi-distances compliquées, il prend que 4-3 points. Alors, il les met pas en plus, mais il prend 4-3 points, il provoque aucun lancer. Désolé, t'es obligé. Et sur le match 3, c'est là où il avait été bon aussi, c'est qu'il provoquait des fautes. Enfin, tu peux pas être une seconde option de playoff, être All-Star. Bon, je pense pas qu'il sera All-NBA, mais tu vois, il pourrait faire partie des Oh, prétendants dans l'idée. Il pourrait faire partie des prétendants dans l'idée là, au All-NBA. Moi, tu sais que j'ai fait mes All-NBA, je l'ai mis dedans. Hein. C'était le dernier nom, mais je l'ai mis dedans hein, pour le coup. Mais tu vois, tu peux pas avoir ce statut-là en NBA et pondre des matchs pareils, quoi. Et ne pas provoquer de fautes et disparaître autant offensivement. C'est inadmissible hein, pour le coup. Et le Game 7, il a intérêt de faire un bon match. Hein. Parce que si on sort au Game 7 avec encore une disaster class de J-Dub, on va lui taper dessus. Hein. Ah, mais il fait quand même 1 sur 12. Début, premier carton, il a 2 sur 4, ensuite il fait 1 sur 12. Ouais, 1 sur 12. c'est horrible. Hein. C'est horrible. Même Michael Porter Jr., il fait pas 1 sur 12. Alors Porter Junior joue avec un bras. Hein. C'est quand même. Ouais, Hein. il joue avec une épaule. D'ailleurs, bien sûr, hein, Russell Westbrook, je l'avais dit dans la preview, il allait avoir un moment où il allait essayer de dégommer Shea. C'est arrivé, il allait tenter de faire le ménisque à Caruso au match 4. Là, bah, il a fait la main de Shea. Ouais. C'est peut-être ce qu'il lui fallait pour lui remettre ses tirs à l'endroit, puisque visiblement, c'est après que ces step back à 3 points sont rentrés dedans. Donc, Ouais, il a été à droit, donc ça se trouve, peut-être que le doigt peut-être. était déplacé à la base et que Russell Ouais, Westbrook voilà. l'a replacé. Il est peut-être kiné, hein, on sait pas, mais C'est peut-être il ouais, est c'est ostéopathe, mais. C'est ça. Ouais. Il a peut-être essayé de contribuer à aider le Thunder sur ce point-là. Mais non, mais blague à part, on peut embrayer, je pense, sur ce Game 7, justement. Si, Puisque, je sais pas. petit quand même mention sur le manque d'adresse d'OKC. Bon, Aaron Wiggins a été affreux, 0 sur 4. Il a quasiment pas drivé, j'ai l'impression. Enfin, il passait son temps à 45 à gauche à prendre des tirs qui étaient un peu pourris. Mais petite mention aussi à Isaiah Joe, parce que c'est important de faire le point sur les playoffs d'Isaiah Joe, qui était un des joueurs clés de Pierre, d'ailleurs. Chet à Isaiah Joe pour le spacing. Bah, il compte pas Isaiah Joe. On pourrait se dire que c'était mal vu de la part de Pierre, mais finalement, vu qu'OKC a des problèmes de spacing, est-ce qu'il n'avait pas vu justement? Et se dire qu'avoir Isaiah Joe qui plante des tirs, ça pourrait aider OKC dans le développement de son jeu offensif. Isaiah Joe qui fait encore un match où il est transparent, 0 sur 2 à 3 points. Personnellement, j'ai même pas envie de le mettre dans le Game 7 parce qu'il n'a pas d'impact. Il n'a pas d'impact sur cette série du tout. Et en même temps, je comprends Marc Daigneault parce que quand tu as des problèmes d'adresse, c'est lui qui est qui est le spécialiste de ça, donc tu as envie de le faire rentrer. Et là, il joue en fin de match d'ailleurs quand t'es vers moins 10 ou
C'est ça, t'es à moins 10 et t'as besoin de scorer, donc en soi, ça peut se comprendre. De toute façon, le match est plié, donc tu peux essayer de tenter un Ave Maria Isaiah Joe qui prend La feu carte comme. Joker, quoi. C'est Genre, ça, c'est ça. Isaiah Joe, la première fois qu'il a fait une perf avec OKC, là, face à Dallas, là, en octobre C'est la carte 2023, Joker, tu t'es voilà, dit, en vas-y, régulière. mets-nous 15 points en 3 minutes, là, vas-y. C'est ça. Ça se tente, on sait jamais, mais là, pour le coup, Isaiah Joe fait une série horrible. Et je voulais faire un point stat quand même sur la série d'Isaiah Joe contre Denver. Il a 4 sur 14 à 3 points, sachant qu'il a 4 sur 4 au game 4 2. sur 4 au game 2. Voilà, je vous laisse faire le calcul pour le reste, c'est ignoble. Il n'a pas d'impact, c'est le pire joueur de la série. Et ça fait mal, ça fait mal dans le manque de spacing d'OKC. T'as pas ce shooter de volume capable de planter. Alors en plus, vu qu'il est ciblé défensivement, ça réduit son temps de jeu. Et ouais, non, il a pas d'impact. Isaiah Joe, c'est une série catastrophique. Voilà, je voulais en glisser une. Justement, est-ce qu'il pourrait pas, tu vois, puisque ça, tu parlais en filigrane du Game 7, est-ce que avec Julius Randle qui, je pense, va se retrouver quand même avec du temps de jeu supplémentaire, parce que même si Aaron Gordon joue, je suis pas sûr qu'il joue 40 minutes avec un adducteur quand même en vrac, et puis surtout que Aaron Le dernier qu'on a vu jouer avec un adducteur en vrac, c'était Anunoby l'an dernier, où Thibodeau il s'est dit bon c'est un Game 7, plus rien à foutre, et il a joué 5 minutes et il était sur une jambe, quoi. Et puis surtout, il boitait, quoi. Surtout, Aaron Gordon, il a ces problèmes-là depuis le début de la saison. Donc, je pense que le front office de Denver va quand même être un minimum précautionneux parce que ça fait 1 an. D'ailleurs, il avait loupé enfin le match quand OKC et Denver se jouent 2 fois de suite. Aaron Gordon, il sort au bout de 5 minutes justement à cause de ses problèmes à l'adducteur. Et il est absent ensuite un petit paquet de matchs. Donc, même si Aaron Gordon venait à être diminué, je pense que venait à être diminué et jouer quand même, je pense que il jouera pas 40 minutes sur ce Game 7, donc potentiellement tu peux voir du Julius Randle, et t'en avais parlé je crois au débrief du match 3, c'est peut-être le seul moment où tu peux lui mettre Isaiah Joe sur le parquet, même si c'est quand même très difficile parce que Denver fait, OKC concède beaucoup de switch, donc Denver est quand même moyen de cibler Isaiah Joe, mais oui peut-être que tu vois c'est le truc qu'on réclamait nous, et c'est ce que j'avais tweeté avant le début du match 6 où j'avais dit si Isaiah Joe il pouvait faire un match où justement il sortait un petit peu de sa tanière, il sortait un petit peu de sa léthargie, il plantait 1 ou 2 3 points pour mettre OKC sur de bons rails. Typiquement, c'est le stretch que Julius Randle fait. Là, les 1 minute 30, là où il te met 8 points, c'est exactement ce que je voulais voir d'Isaiah Joe. Je demandais pas de mettre 20 points avec 6-3 points, je demandais juste un stretch d'1 minute 30 où tu soulages ta défense, où tu crées un espèce de mini-run qui te donne un momentum positif. Et ça, on l'a pas eu depuis le début de la série. Tom, est-ce qu'on peut enfin l'avoir sur ce Game 7 pendant que je ramasse mon stylo qui est tombé? Ouais, j'ai un peu de mal à. Alors, s'il le fait, je vais hurler. Hein. je vais hurler devant mon écran, hein, je vous le dis. Hein. Il y aura peut-être un maillot Isaiah Joe. Hein. Si on gagne avec un Isaiah Joe qui prend feu, ça se discute. Il y a peut-être le site, le shop NBA qui va et la carte bleue qui va servir. Mais j'ai du mal à croire qu'un mec qui est à ce point pas dans sa série, totalement hors du coup, qui puisse d'un coup planter 2 ou 3 tirs à 3 points et avoir du rythme, tu vois. Franchement, j'en demande 2. Ouais, même 2, franchement. J'ai du mal à voir ça parce que Strother, il a été utilisé, il est utilisé un peu plus sur la fin de série, mais il était pas trop en début de série, mais tu vois, il était un poil dans la rotation et quand il rentrait, il était pas cata, quoi. Enfin, franchement, tu pouvais te dire que c'était une option. Isaiah Joe, tu l'as testé, il a joué les 6 matchs de la série. Et il n'y a que le game 2 où il est dedans, et c'est un game 2 où OKC était déjà large, quoi, où tu étais en train de rouler sur Denver. Donc, il a mis ses tirs parce qu'il était dans le ton de l'équipe. Mais sur les 5 autres, il met pas un 3 points et il a pas d'impact, quoi. Donc, j'ai du mal à envisager ça. Si, ça peut se tester. Je pense que Daigneault va le tenter. Parce qu'il l'aurait sorti de la rotation plus tôt, sinon. Mais je suis pas serein là-dessus. En tout cas, quand il rentre, faut lui donner les tirs. De toute façon, il va te servir qu'à ça. Donc, donc pour le coup, donne-lui des tirs et bon, tu lui en donnes 2. S'il rate les 2, ouais, il sort et il ne rentre plus, quoi. Mais j'ai du mal à croire au fait qu'il prenne feu au Game 7 pour le coup. Je pense pas que ça viendra de là. En même temps, ce que j'ai envie de dire concernant Isaiah Joe, c'est que bon, déjà il est invisible, mais en plus il est pas servi dans ces spots dans lesquels il t'est servi en saison régulière, quoi. Tu vois plus les end-off avec Hartenstein. T'en as tenté un avec Jalen. Je sais plus si c'est au match 4 ou au match 6, mais voilà, c'est un match à Denver où t'as Jalen justement qui fait un end-off puis pose d'écran pour que Isaiah Joe tente son tir à 3 points en sortie d'écran. Mais c'est les seuls moments où il est un peu servi. Et puis ouais, moi j'ai envie de parler sur cette preview du Game 7. Moi j'ai envie de parler de l'adresse parce que de toute façon ça va être le point crucial de cette série. Ça va être le point crucial de ce Game 7. Alors OKC à domicile sur les demi-finales de conférence et la meilleure équipe en termes de pourcentage de réussite à 3 points, 39,8%. Sur les 3 matchs joués à Oklahoma City, OKC a toujours
mieux performé en termes de pourcentage de réussite à 3 points que Denver. C'est à noter. OKC est donc premier en pourcentage de réussite à 3 points, alors où Denver est 5e sur les 8 équipes qui ont joué du coup ces demi-finales de conférence. OKC est 2e en pourcentage de lancers francs. Les premiers, ce sont les Warriors. Et ce qui est extrêmement rigolo, c'est que je vous ai cité ces stats à domicile. Si vous voulez les stats à l'extérieur, OKC sur les matchs à l'extérieur tourne à 25,9% de réussite à 3 points sur les 3 matchs à Denver. Dernier, évidemment. L'avant-dernier, c'est Denver, qui est du coup à 33% sur les matchs à OKC. Écoutez pas quand j'ai dit 5e, c'est sur les matchs à Denver. J'ai dit des bêtises. Donc, en gros, c'est les deux pires équipes à 3 points à l'extérieur en termes de réussite sur les 8 équipes des demi-finales de conférence. Et OKC est aussi dernier en pourcentage de réussite au lancer franc sur les matchs à l'extérieur avec 70% de réussite sur les 8 équipes. Donc ouais, moi j'ai envie de te dire que OKC a toujours outscoré Denver, ou en tout cas OKC a toujours outperformé en termes de pourcentage de réussite à 3 points Denver sur les matchs à domicile. Il faut que ça se reproduise sur le Game 7 parce que sinon OKC se met dans une situation très 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 compliquée. Est-ce que toi, Tom, tu as confiance dans la capacité des shooters de OKC à faire un bon match d'adresse en Game 7? Un bon match, pourquoi pas. Un bon match, pourquoi pas. Déjà, Lugansdorf, tu auras le droit d'être à droit. Ça, c'est cool. Il est autorisé. Toi comme moi, on ne demande même pas genre 45%, on demande un ah oui, non. 37-38. Oui, voilà, 37-38, c'est très bien déjà. Même 35. Même 35, je peux accepter 35. Parce que franchement, sur la série, tu disais, au fur et à mesure, Denver, ils commencent à être plus souvent meilleurs qu'OKC dans le contenu. Je trouve quand même que la série, Denver est très opportuniste, mais je trouve qu'OKC laisse passer beaucoup d'occasions de tuer la série. Sur cette série-là, franchement, pas depuis le game. Il y aurait... ce Game 6, je suis désolé. Oui, Denver fait une grosse deuxième mi-temps, mais dans la première, tu dois mener de 15. Hein. Tu mènes de 15, c'est pas le même délire pour le coup. Et c'est toi qui les remets dans le match. Tu peux dire que Denver te remet dans le match dans le 4e quart du Game 4. Tu peux dire que Denver te remet dans le match dans le 4e quart-temps du Game 5. Enfin, je trouve que de toute façon, cette série, c'est un peu la série des opportunités manquées d'un côté comme de l'autre. Ouais, l'équipe qui perd va avoir des regrets parce que de facto, elle a loupé des opportunités. OKC a loupé une opportunité énorme au match 1 et au match 3. Denver a loupé quand même une grosse opportunité, surtout au match 4 et un peu plus au match 5. Mais dans les deux cas, tu pourras regretter parce que dans les deux cas, que ce soit OKC comme Denver, tu avais des opportunités de finir la série plus tôt et tu les as pas concrétisées. Match 4, je suis d'accord. Après, tu regardes les 3 défaites de chaque équipe. Denver, leurs 3 défaites, t'as le blowout au Game 2 où ils se font casser la gueule. Bon, bah, Game 2, ça comme ça. Et même le Game 5, je trouve globalement quand même que c'est le meilleur match de la série de la part des deux équipes. Tu vois, c'était le meilleur affrontement de deux équipes à leur meilleur niveau, entre guillemets. Donc, c'est une défaite où tu dis, je pense que Stéphane Denver fait chier, mais en même temps, on n'a pas fait un mauvais match. Tu vois. Là où OKC, les 3 défaites, le Game 1, t'es à plus 10, tu te sabotes. Le Game 3, t'as des regrets aussi, on en a parlé dans la dernière preview. Et moi, le Game 6, je suis désolé, mais il y a plus 12 Denver et ils cartonnent en deuxième mi-temps, mais dans la première mi-temps, tu dois tellement les enfoncer. Pour moi, c'est OKC sur ce run-là qui donne le match. Sur les 3 défaites, OKC avait l'occasion de remporter le match. Là où Denver, c'est plus le Game 4 qui a un peu le tournant, parce que c'est vrai que s'il mène 3-1, bah, il plie quasiment la série. Mais sur les 2 autres défaites de Denver, je serais fan des Nuggets, je serais pas si frustré, honnêtement. Donc, je sais pas, oui, c'est sûr qu'à OKC, de toute façon, si OKC a de l'adresse, ça va passer beaucoup par ça, mais s'il a de l'adresse à 3 points et au lancer, parce qu'à un moment donné, il va falloir mettre les lancers, les mecs, là, sur ce match-là, 10 sur 16 encore, hein. Déjà, t'en provoques 2 fois moins que Denver, mais en plus, tu les mets pas. T'en mets moins que, alors qu'ils en ont tenté 16 de plus. Enfin, t'en rates plus. T'en as plus raté, voilà, que ce que Denver a loupé, alors qu'ils en tentent 2 fois plus que toi. C'est ça, ils sont à 27 sur 32, quoi. Si OKC a de l'adresse, pour moi, c'est très dur pour Denver de les taper. Et il faut de l'adresse. Et c'est un Game 7 à domicile, donc j'ai un peu plus de croyance en ça. Mais ça aurait été à Denver, non. À Denver, impossible. Peut-être qu'ils ont du mal avec l'attitude, je sais pas. Mais... non, peut-être qu'ils ont du mal avec une ambiance un peu hostile, ouais. De je pense c'est plus ça aussi. Hein. Parce que à Memphis, tu mettais déjà pas dedans à 3 points, et c'était pas l'altitude, c'est pas en altitude Memphis. Il y a pas un peu dénivelé dans le Tennessee. Soi-disant, il y a des Grizzlies à Memphis, non, il y a pas d'altitude, mais voilà, sur ce Game 7, franchement. Moi je suis inquiet, moi je le dis, je suis inquiet. Comme j'ai dit, je trouve que cette défense se fait quand même ouvrir depuis 2 matchs. Je trouve que l'attaque et c'est en fait moi c'est plus des souhaits que j'ai que vraiment des points à aborder. C'est comme j'ai dit,
Franchement, j'ai vu chez Gilgeous Alexander tenter 32 tirs un dimanche soir face à Denver, hein, sur un match un dimanche à 18h, un vieux match de saison régulière. Tente 32 tirs. Je veux pas 16 tirs. Quitte à être à 10 sur 30, franchement, je m'en fous. Même si, bon, s'il termine à 10 sur 30 et que le Thunder est éliminé, il y a moyen que je gueule un peu quand même. Mais je vais moins gueuler s'il termine à 10 sur 30 que s'il termine à 6 sur 11, tu vois, où il nous fait une James Harden en playoff, où finalement il Il s'efface prend 8 tirs. complètement. Voilà, il prend 8 tirs et en fait son équipe perd. Tu vois, donc s'il tente 11 tirs et qu'il termine à 14 passes D parce que l'intégralité du Thunder met dedans, ok, y a pas de souci. Mais par contre, si personne met dedans et que tu tentes juste 11 tirs, là pour le coup, ça va très vite m'énerver. Au moins, empty the tank, comme on peut dire en anglais aussi. C'est ça, ça dépend du niveau de tes coéquipiers. Mais c'est pour ça que sur ce match, c'est frustrant, c'est que Shea prend des tirs, mais un peu tard. Dès le premier quart-temps, il doit prendre un gros volume de tirs. Et oui, là, je suis d'accord. Moi, si les coéquipiers de Shea se font caca dessus, comme ça a été le cas sur ce match-là, oui, il faut prendre 30 tirs. Faut croquer, tant pis. T'es une superstar, rien à foutre. Rien à foutre, vas-y. T'inquiète pas que si les coéquipiers de Jokic et Murray, ils mettent aucun tir, Jokic-Murray, c'est 28 tirs Jokic, 27 Murray. Hein. Ils vont pas hésiter. Hein. Ouais, et Donc, puis surtout c'est toi la superstar, donc c'est des ouais. moments qui sont faits pour toi. Typiquement les Game 7, et surtout que, encore une fois, depuis la deuxième mi-temps du match 5, Denver est un peu plus souple sur tes couvertures, un peu plus en individuel. Donc, Oui, c'est ça, c'est que ta défense est moins en place, mais la défense de Denver défend un peu moins bien aussi, tu vois. C'est le point ouais, culminant, c'est le match elle défend 4 où moins les deux bien, défenses, elles défendent moins bien chez. Ouais, après, tu vois, pareil, ce match 6, t'as des tirs ouverts quand même. Hein. La défense de Denver est pas mauvaise, elle est bonne, hein, la défense de Denver, mais t'as des opportunités ratées, quoi. T'as des C'est tirs ouverts sur toute la série. oui, oui, mais tu vois, là où le changement, c'est la défense sur Shea, mais du coup, le fait de moins défendre Shea, ils font pas genre on défend moins bien Shea, par contre on défend mieux les coéquipiers. Ils défendent juste moins bien Shea. Les coéquipiers ont toujours des tirs qui sont abordables, donc ouais, c'est une série qui devient un peu plus offensive que ce que c'était au match 4 où c'était horrible, horrible, mais peut-être que les fans des Pistons 2004 ont apprécié, mais Oui, bah, non, non, c'était mais ouais, c'est pour ça. Donc moi, j'ai envie que chez Gilgeous Alexander, il tente 30 tirs, parce que de toute façon, tu sais que Jalen Williams est dans un état léthargique. Il doit très certainement être en train de reposter, à l'heure où on parle, des stories TikTok sur fond noir. Mais voilà, le chat, tu sais qu'en autocréation, ça va pas être ça. Et c'est encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que de toute façon, si chez Gilgeous Alexander, il score, le scénario catastrophe, ce serait, il n'arrive pas à scorer sur une couverture individuelle. Là, ce serait scénario catastrophe. voilà, t'es dans la sauce. T'es dans la sauce. S'il arrive à scorer sur une couverture individuelle, comme il le fait depuis la deuxième mi-temps du match 5, ils vont défendre en zone et tu vas ouvrir des 3 points. Donc dans tous les cas, le scénario du match 7, j'ai envie de dire que ce soit pour OKC ou que ce soit pour Denver, il va se jouer sur la réussite ou non de tes role-players à 3 points, parce que les défenses vont concéder énormément de tirs sur tes role-players, parce qu'il va y avoir beaucoup d'attention qui va être attirée sur tes meilleurs joueurs. Donc quitte à avoir confiance sur la capacité de tes role-players à mettre à 3 points, autant qu'ils tirent dans un fauteuil, comme ils ont tiré dans un fauteuil sur la fin du match 5, plutôt que de tenter des tirs par dépit, comme certains ont tenté des tirs à 3 points par dépit, notamment Aaron Wiggins, qui a tenté 2 tirs à 3 points à 45 degrés, là, Au même spot. il est à 1 mètre derrière la ligne, au début de 4e quart-temps. Ça, pour le coup, c'est les tirs que tu veux pas voir. Donc, ouais, Shea doit être omniprésent sur ce match-là. Ouais, clairement. Puis, tu vois, pour en revenir, alors, chat sur de l'autocréation, c'est vrai que c'est pas top, mais c'est vrai que récemment, ces spin moves, ils passent bien. Oui, mais il en met quelques-uns. il est défendu par Jokic aussi. C'est vrai. Mais du coup, tu peux essayer d'en profiter, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il y a un Eurostep. Franchement, il a fait quelques moves sympatoches, hein, Chet là-dessus. Il fait pas un mauvais Game 6 dans l'absolu, même s'il se fait enfoncer défensivement, mais tu vois, il met quasiment 20 pions. Pour le coup, ça a été lui le soutien de Chet, offensivement. Mais et il fait globalement pas une mauvaise série, Chet. Dans l'absolu, il y a rien d'exceptionnel, mais rien de très mauvais non plus. Mais s'il manque un peu d'adresse. Mais ouais, pour en revenir à J-Dub qui est pas capable de créer, bah du coup, j'aimerais bien le voir beaucoup plus qu'à Topanier, quoi. Quitte à pas être, c'est ça. Oui, parce il a pris un autre statut et que là c'est la deuxième option. Donc dans sa tête, c'est je dois avoir la balle et créer. Franchement, là, sur les derniers matchs, il a un niveau de role player. Bah, agis comme un role player, va couper au panier. Fais comme Alex Caruso, fais comme Cason Wallace qui font des bonnes séries tous les deux. Va couper et va proposer des solutions, pose des écrans, je m'en fous. Tu vois, ce qui me plaît sur J-Dub, c'est qu'il agit comme un role player défensivement parce qu'il n'hésite pas. Et globalement, il fait une bonne série défensive. Et là, il y a quand même des séquences où il était en switch sur Jamal Murray, où il défendait bien en 1 contre 1. Fait pareil offensivement.
Si t'es dedans et que tu mets tes tirs compliqués, bah vas-y, là on te donne la balle, pas de souci. Mais sinon, là, autant qu'ils prennent plus trop de pull-up, mais qui tentent de couper au panier, de proposer des solutions, quitte à ce que ce soit un match où ils scorent peu, mais tu vois, qu'ils soient positifs dans le jeu offensif de l'équipe. Ça me plairait bien de le revoir faire ça, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, quoi. Ouais, et puis en plus, franchement, les finitions en cercle de Jalen Williams depuis le début de la série sont quand même assez catastrophiques, hein. On va être très honnête, elles sont assez immondes. Mais voilà, au niveau petit dernier point quand même avant de faire un pronostic sur ce match 7, les rotations, Tom, à combien tu joues, à combien tu tournes si tu es Martin Lot et surtout le minutage. Bon, c'est potentiellement le dernier match de la saison. Il y a peut-être un moment où les 38 minutes ça suffit. Oui, 45 pour Shea. Voilà, déjà. 45, oh, c'est Ah beaucoup, oui, 45. il les fera pas. Il les fera pas, mais s'il a plus de 40, c'est bien déjà. Moi, je S'il a pensais plus de plus sur 40, 42 je comme pense. le match 6 face aux Mavs l'an dernier où il Ouais, sort c'est pas de la possible. seconde mi-temps. C'est possible, ouais. Mais bon, moi, je lui mettrais vraiment la blinde, hein. De toute façon, en face, Jokic Murray, il joue, il joue entre 42 et 46 minutes tous les soirs. Donc, Mais du coup, ils depuis le sont carbo début, depuis parfois en un fin de mois. match. Ils sont cuits, mais après, même en étant cuits, ils font des trucs pas mal. Tu vois. Jamal Mm. Murray, il est cuit, plus malade, il fait quand même des bons matchs, quoi. C'est Ah, il est fort. très fort, très très fort. Mais ouais, le flu game, bravo. Mm. Mais ouais, non, bon, allez, c'est 42, allez, on est raisonnable. 42. Je sais pas trop combien de C'est minutes. surtout J-Dub, à combien tu tournes, plus que le minutage, à combien tu tournes? Tu 9. tournes à 10 là? 9. 9 et j'autorise une tentative de 2 minutes d'Isaiah Joe première mi-temps et s'il met pas ses tirs, on le revoit plus. Et ouais, mais bah, pour moi c'est 9 dans l'idée où tu mets ton 5, tu gardes le même 5, je pense. Je vois pas trop. Enfin, je changerai pas de 5, même si c'est peut-être pas ta line-up où tu as été le plus efficace sur les derniers matchs pour le coup. Mais je laisserai ce 5 là. Beaucoup de temps de jeu à Caruso évidemment, beaucoup de temps de jeu à Cason Wallace qui monte en puissance dans cette série, je trouve. Là où au début de série, il était invisible offensivement et où défensivement, c'était correct, mais sans être exceptionnel. Sur les derniers matchs, il arrive à mettre de la pression au panier. Il rentre des 3 points. On le revoit un peu plus dans le dunker spot. Et il s'exprime offensivement et défensivement, il a un niveau qui est un peu meilleur qu'au début de série aussi, je trouve. Donc il est très positif et je trouve qu'il faut lui donner temps de jeu. Donc lui et Jalen, tu lui donnes du temps de jeu aussi parce qu'il fait vraiment une bonne série pour le coup. Tu lui donnes. Je pense pas que tu pourras lui donner beaucoup plus que 15 minutes parce qu'il fait beaucoup de fautes, Jalen. Et par la force des choses, il va être limité dans son temps de jeu à cause de ça. Mais si tu as l'occasion de lui donner 15-18 minutes, donne-les-lui et pas forcément plus pour qu'il reste frais, mais qu'il puisse fatiguer Jokic le plus possible parce que c'est le gars qui arrive à mieux défendre Jokic sur cette série, ce qui est quand même assez lunaire que Jalen soit ton meilleur défenseur sur le meilleur joueur adverse. Bien sûr. Mais pour le coup, il Il a repris assez... la legacy de Robbie. Franchement, ouais. Mais franchement, ouais. Bravo Jalen pour le coup. Quand on débriefera cette série, lui, il aura le droit, peu importe ce qui se passe, que OKC poursuive les playoffs ou pas. Jalen, il aura le droit à un petit SO, un petit point positif parce que pour le coup, il fait sa série. Mais ouais, je tournerai à 9 avec ces trois-là en sortie de banc, Caruso, Kayson, Jalen avec pas mal de temps de jeu. Et Wiggins, tu le mets, c'est sûr. Mais tout dépend de comment ça se passe. Si Denver, tu vois, les scénarios qu'on avait où Wiggins c'était bon, où Denver faisait pas mal de zones et lui il venait de casser la zone. Là, tu lui donnes 15-20 minutes. Si Wiggins il fait ce qu'il a fait sur ce match-là, où tu le vois peu driver, il prend des 3 points un peu par dépit, il fait vraiment pas un bon match, ouais, tu lui fous son temps de jeu en première mi-temps et tu peux même ne pas le mettre en deuxième mi-temps si jamais tu veux tourner à 8, tu vois. Mais ça dépendra de la physionomie. Là où Isaiah Joe, vraiment, ça va dépendre de son premier tir. Grosse pression. Grosse pression sur le premier tir d'Isaiah Joe, mais ouais, je tournerai à 9 parce que je mettrais quand même Wiggins et j'autorise Isaiah Joe, mais si j'étais coach d'OKC, on serait pas en playoff, mais si j'étais coach d'OKC, je le mettrais pas du tout, Isaiah Joe. Quel serait ton choix fort, un peu, j'ai envie de dire. Quel serait, si tu vois, ton truc qui est, en dehors de pas faire jouer Isaiah Joe, si t'étais Mark Denot, là, quel serait pas ton coup de poker, mais en tout cas ton choix fort, potentiellement, que t'as pas vraiment fait depuis le début de la série, ou que t'as fait partiellement, mais vraiment de dire en Game 7, tiens, là, je les pose et je fais ce choix tactique, ou je fais ce choix d'homme par rapport à d'autres personnes. Bah, fin de match, serré, J-Dub fait pas son match offensivement et rentre rien, je le mets pas en fin de match. Je mets quelqu'un d'autre. Caruso, Kayson. Je te dis, Wiggins, s'il est dans un bon match, parce que Wiggins sera capable de créer des choses, et que c'est ce qui va te manquer si tu sors J-Dub. Mais ouais, non, c'est déjà une réflexion que je m'étais faite, que je m'étais faite sur les matchs précédents, et au Game 5 aussi d'ailleurs, mais du coup, bah, il plante un gros 3 points, donc Dagnall, t'as bien fait de le laisser. Mais il faisait pas un bon match, et je me disais, bah franchement, est-ce que vraiment t'as envie de le laisser sur le terrain? Parce que si
s'il est pas bon offensivement, J-Dub, qu'est-ce qui t'apporte plus qu'un Caruso sur cette série? C'est compliqué. Donc ouais, moi, s'il y a un mauvais match de J-Dub, match serré, je sors J-Dub et je mets en priorité Caruso, mais ça peut changer de joueur si jamais il y en a un qui sort du lot sur ce match 7 pour le coup. Ouais. Alors moi c'était un petit peu le même raisonnement que toi, mais avec un autre joueur. Bien curieux de voir Cason Wallace sur un match 7 avec potentiellement un gros temps de jeu. Tu vois, limite, une line-up que je peux faire si je suis Mark Denhold, je fais chez Caruso, Cason avec Hartenstein, Chet. Puisque tu sais que si Aaron Gordon n'est pas là, factuellement, ils vont mettre quelqu'un de plus petit. Ouais. Donc ils vont mettre soit Peyton Watson, mais qui peut pas poster vraiment ce comme peut faire Aaron Gordon, ou ils vont mettre Russell Westbrook, ou ils vont mettre Julius Randle. Enfin, en tout cas, ils vont mettre des joueurs plus petits. Donc, Ils mettront pas Zeke Nagy normalement quoi. Voilà, ils mettront peut-être dans la rotation, mais pas titulaire quoi. Alors, ce sera Jalen Pickett, je pense. Si jamais, après ils peuvent tourner à 7, hein, Ross, contre OKC. Et puis voilà. Est-ce qu'il a joué Pickett dans cette série hors garbage time? Je crois pas. Hein. Alors que Zeke Nagy, ils l'ont tenté sur un match, tu vois, et où il était pas si mal d'ailleurs pour défendre Shea. Donc, en vrai, je pense qu'il contre OKC, il pourrait plus tenter Zeke Nagy, tu vois. Non. Mais bon, ils donneront pas beaucoup de temps de jeu s'ils le mettent. Si Aaron Gordon n'est pas là, ce sera un des trois qu'on a cité là entre Watson, Strother et Ross qui startera, et les deux autres se partageront les temps du banc. Oui, ça tournera à 7. Mais ouais, moi potentiellement, je serais curieux d'avoir cette line-up où tu as les Shea avec Caruso, Cason Wallace, puisque les deux que je viens de citer ont quand même été à la mesure de l'événement, hormis sur le match 6 pour Caruso, avec les deux intérieurs, quoi. Potentiellement, tu peux avoir quand même un peu plus de flexibilité. En tout cas, tu peux être un peu moins pris hors de position sur la navigation entre les écrans, notamment pour défendre sur Jamal Murray. Et puis de l'autre côté, tu as quand même les deux intérieurs pour aider un petit peu sur Jokic. Et puis au rebond, de toute façon, c'est pas J-Dub et Lou Dort qui t'apportent qui amènent un apport absolument colossal, donc tu perds pas trop non plus. Donc voilà, je serais vraiment curieux de voir ces line-up avec ce 5-là. Je garde toujours deux intérieurs sur l'intégralité du match. Je te mets pas de minutes avec juste Chet. J'accepte des minutes avec Hartenstein tout seul, mais vraiment viteuf. Mais en tout cas, à partir du moment où tu es sur parquet, je mets toujours un deuxième intérieur à côté. Après, t'es un peu obligé parce que Chet, sinon, il joue 48 minutes, quoi. Parce que tu vas pas mettre Hartenstein, J-Will. Ou alors, c'est une innovation de ouf. Hein. Mais Hartenstein, J-Will, c'est dur quand même. On l'a pas vu, tu vois. Et c'est pour ça, enfin, t'es obligé de. T'es obligé. Jokic, quoi. Là, tu ah bah oui, là, t'assumes. Hein. On éteint Jokic et on voit ce qui se passe. Oui. Mais oui, Chet. Bah pareil, en termes de minutage, Chet, gros temps de jeu. Parce que t'es obligé. Il est mort à la fin. Ouais, mais il y a un match, il joue 40 minutes et il est pas si mal, je crois. Mais match 3 parce qu'il y a l'overtime. Mais... Ouais, mais tu vois, sur 40 minutes et c'était pas si mal pour le coup. Ouais, c'est le match 3 où il y a l'overtime. Mais de toute façon, t'es obligé de lui mettre un gros temps de jeu parce que on est d'accord sur le fait qu'on veut deux intérieurs, mais quand Chet sort, t'es obligé de mettre un seul intérieur. Donc dans l'idée, t'essayes de réduire le plus possible ce temps passé avec un seul pivot. Mais oui, par contre, pour revenir à ce que tu disais sur Cason Wallace, c'est pas mal aussi. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé sur le Game 6 forcément, mais quand Shea est sorti tôt dans le troisième quart, et quand Shea est sorti même fin de deuxième quart, il te fallait un créateur et J-Dub n'était pas capable de faire ça sur ce match-là. C'était Cason Wallace qui avait plus la balle en main et qui initiait les actions. Et c'est pas mal parce qu'il retrouve cette capacité, comme je disais, à mettre de la pression au panier. Il a mis quelques layups sur ce match-là. Donc ouais, non, Cason Wallace, c'est pas bête aussi là-dessus parce que tu perds en taille, mais si Aaron Gordon n'est pas là, c'est vrai, comme tu dis, c'est pas si grave en soi. Donc non, en tout cas, c'est un peu moins grave, même s'il est ne serait-ce que limité, puisque je pense quand même qu'il essaiera de jouer, mais dans tous les cas, d'après ce qu'a dit Shams, il va quand même être limité, grandement limité. Donc, ça y est, là, on a fait la preview, là, on a tourné autour du pot, c'est l'heure du pronostic, Tom. Est-ce qu'on se retrouve lundi pour un débrief du Game 7 et potentiellement pour une preview face aux Wolves, ou est-ce qu'on se retrouve peut-être plus tard que lundi, le temps de s'en remettre pour une fin de saison de KC, où on va se dire c'est con, les finales de con, c'est Knicks, Pacers, Wolves et Nuggets, et OKC n'est pas dedans. Sachant que si OKC perd, les Nuggets, tu vois l'état de fatigue dans lequel ils sont. Franchement, s'ils sont champions, les Nuggets, c'est le run de la décennie. Hein. Parce que franchement, t'en sortir après 2 séries aussi éprouvantes que ça, avec des blessés et tout. Tu vois, c'est pour ça, si les Nuggets pas, je les vois pas champions. Là aussi, ok, s'ils gagnent, tu peux les voir aller au titre. Et comme tu l'as dit, cette année, elle est quand même ouverte, pour le coup. À l'Est, les 2 favoris, ils sont plus là. Donc bon, même si le temps d'Achille de Tatum a quand même pas mal joué, et les chokes de 20 points aussi. Pas oublier ça. Mais
Moi, mon prono, c'est OKC qui passe en 7. Je garde foi en OKC. Même si j'ai très peur d'un Game 7 face à Murray Jokic, forcément, parce que bon, les mecs, ils en ont vu des choses, des choses en playoff. Enfin, dans la bulle, dans la bulle déjà, Jamal Murray quand il était très fort face à Utah, il passe au Game 7, pour le coup. C'est pas mal passé face aux Clippers cette année. Il passe en Game 7 et oui, dans la bulle aussi, en étant mené 3-1 d'ailleurs. Non, c'est une équipe qui est beaucoup plus rodée à ça qu'OKC déjà. Parce que ce groupe-là d'OKC, c'est le premier Game 7 qu'ils vont vivre, pour le coup. Et on l'a vu sur cette série, c'est une équipe avec beaucoup plus de... J'aime pas le mot expérience, parce qu'OKC, pour moi, on pouvait dire qu'il manquait d'expérience l'an dernier, parce il découvrait les playoffs. Mais cette année, tu t'es pris un mur contre Dallas l'an dernier. C'est ça qui est frustrant avec OKC, c'est que tu as des erreurs qui se reproduisent par rapport à l'an dernier, alors que tu es censé avoir appris de ça, justement. C'est pour ça que j'ai du mal avec ce manque d'expérience. Pour moi, il y a un manque de capacité d'adaptation playoff et de choix qui sont faits. Mais du coup, oui, sur un Game 7, Denver est beaucoup plus rodé à ça. Donc j'ai forcément peur de ça. Mais ce qui me fait mettre OKC, c'est comme je dis, moi sur la série, j'ai quand même le sentiment qu'OKC est un peu le meilleur. Alors on disait pareil des Clippers face à Denver, donc ouais. Donc bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais comme je disais, pour moi OKC a plus lâché j'ai plus le sentiment qu'OKC a lâché des matchs que Denver a lâché des matchs. Et à OKC, avec le public, tu disais, il y a plus d'adresses d'OKC à domicile largement qu'à l'extérieur. Ça peut jouer. Le Paycom va être bouillant. Niveau ambiance, ça va être cool. Game 7, c'est toujours cool à vivre. Il y a du stress, etc. C'est plus stressant que vivre des saisons à 25 wins, mais le public va être chaud patate, donc l'ambiance va être cool. En plus, c'est horaire européenne, donc pour nous, c'est top. Alors les Américains, ils vont râler un peu, parce qu'ils vont voir un match à 14h30 de Game 7, mais pour nous, c'est super pour le coup. Moi, ce qui peut jouer, c'est la fatigue de Denver, quand même, sur l'accumulation de matchs. Ça va être le 14e match qu'ils vont jouer des playoffs. Ça peut faire la différence. Et aussi, pareil, ça serait le run de la décennie si ça se passe, mais gagner 2 séries de suite en 7, c'est un peu comme quand tu es à la Coupe du Monde et que tu as gagné en quart de finale au tir au but au bout du bout et que tu te retrouves en demi encore au tir au but, quoi. Ouais, la Croatie souvent, 2018, quoi. Souvent, ça craque. Souvent, l'équipe qui fait ça, elle n'arrive pas à enchaîner 2 fois de suite. Tu vois, gagner 2 fois des séries au Game 7 de suite, c'est quand même une prouesse. Une prouesse, c'est quand même très balèze de faire ça. Et en plus, avec les soucis, bon, Jamal Murray qui est malade, donc je pense qu'il va jouer 45 minutes et qu'il sera capable de nous faire chier. Mais Aaron Gordon qui est blessé, ça peut être un facteur très important parce que c'est le meilleur joueur de la série, peut-être. Vous en discutiez avec Pierre à la fin du Game 4 d'ailleurs. Depuis le 5-6, c'est Jokic qui a repris le pas. Parce que tu vois, Gordon, à partir du 4, tu le vois plus. Ouais, c'est vrai qu'il a un peu baissé. Mais bon, disons que c'est le facteur X. En tout cas, ça pour le coup, ça c'est sûr. Mais tu vois, tous ces éléments de enchaîner avec 2 Game 7, la fatigue, la blessure d'Aaron Gordon, le fait que ça soit OKC, le fait que Shea se soit mieux, quand même si là sur le Game 6, on lui a tapé dessus à cause de sa 4e, il trouve plus ses spots, il arrive mieux à s'exprimer offensivement. Je me dis qu'OKC va le faire. Mais ça m'empêchera pas de bien stresser, pendant 2h30. Et écart Pas un gros écart. Après, tu me diras, les Game 7 qu'on a eu pour l'instant, c'était historiquement, depuis un sacré paquet de temps, les Game 7, c'est soit des bangers absolus, soit des blowouts. Ouais, souvent c'est débranlé. Donc, puis même les close-out games sur ces playoffs, souvent sont des bonnes tôles. Quand t'as des séries qui sont, enfin, tu vois, OKC contre Memphis, ça n'a pas été le cas, mais tu vois là sur ces demi de conf, ce qui s'est passé à l'est, les Pacers, ils ont défoncé les Cavs et bon là les Knicks cette nuit au moment où on enregistre, ils ont défoncé Boston. Donc souvent les close-out games, il y a quand même des écarts de ouf. Mais non, sur ce match-là, je pense que ça va être la série des playoffs. Il y aura un petit écart et je mets OKC plus 6. Plus 6. Ça se joue pas au dernier tir, mais c'est chaud et t'as quand même un petit peu de bataille de jeu de lancer à la fin, mais OKC s'en sort parce qu'ils ont réussi à avoir une petite avance. OKC plus 6. Plus 6, ouais. Elle est là, la caméra. Allez. Fini. OKC plus 6. Non. Non. Denver qui gagne. Je peux le dire. Moi, je vois Denver favori.
comme je l'ai évoqué tout au long de l'épisode, Denver, il a été la meilleure équipe au match 4. Denver était la meilleure équipe au match 5. Denver était la meilleure équipe au match 6. Ça fait beaucoup de matchs où OKC n'est pas la meilleure équipe. La défense du Thunder s'effrite au fur et à mesure que les matchs progressent, parce que tu as de plus en plus de mal à défendre Jokic, tu as de plus en plus de mal à défendre Murray, et en plus les joueurs extérieurs mettent dedans. Je suis persuadé que si Aaron Gordon est indispo, tu vas avoir un Julian Schroeder game qui va te planter genre 4 ou 5 3 points. Comme j'ai dit en off avant, il va te faire un 6 sur 5 à 3 points. Enfin, il va inventer des trucs qui physiquement et mathématiquement n'existent pas. Moi, je vois Denver passer parce que j'ai aucune confiance déjà dans cette équipe d'OKC pour jouer un match sous pression. On a vu que les deux seuls auxquels je fais confiance, c'est Shai Gilgeous-Alexander et Alex Caruso. C'est pas suffisant pour jouer un Game 7 face à Murray et Nikola Jokic. Quand tu vois l'expérience que ces deux ont depuis un sacré paquet d'années, parce que dès leur première campagne de playoff 2019, ils jouent 2 séries de suite en match 7. C'est la première fois que Denver jouera vraiment un match 7 à l'extérieur, puisque dans la bulle ça comptait pas vraiment. C'est la première fois de leur histoire qu'ils joueront un Game 7 à l'extérieur. Peut-être que ça aura une influence, peut-être pas. Mais ouais, moi je vois Denver passer un petit plus 10, 11 Denver. Je pense vraiment que OKC, je vois bien OKC. Alors, pour le coup, moi je demande qu'à ce qu'il me fasse mentir, hein, mais je vois OKC passer à côté de l'événement. Tu vois, première mi-temps peut-être un peu, première mi-temps serrée, en deuxième mi-temps Denver petit à petit grignote un petit peu d'avance, puis l'attaque d'OKC commence à devenir de plus en plus difficile, les tirs deviennent de plus en plus courts, et Denver prend un peu le lead sur le début de quatrième quart-temps. Donc ouais, c'est triste. Honnêtement, si on fait le débrief, moi je serais complètement déprimé si ça arrive, mais je vois Denver passer, même avec l'absence d'Aaron Gordon. Je trouve que au global, c'est peut-être la meilleure équipe sur la série, donc ce serait relativement logique s'il passait. Et je pense que si jamais Denver passe au Game 7, on reviendra à ces lancers francs manqués au Game 1 en disant bon bah l'opportunité au final, elle était là. Ouais, meilleure équipe pour moi c'est OKC sur cette série, mais par contre Denver était la plus opportuniste. Oui. Ça pour le coup, on peut pas leur enlever. C'était le cas déjà face aux Clippers. Alors si je devais miser sur un joueur qui enterre OKC, moi je dirais pas Julian Strawther. Pour moi c'était son match 6, son game. Je miserais sur un Russell Westbrook game, tu vois, pour bien nous mettre au fond. Il a déjà fait un bon Game 7 face aux Clippers. Ça veut dire qu'il fait deux bons Game 7 de suite là. Bah pourquoi pas. Il fait une série vraiment. Franchement, tu le vois pas ce scénario. Il fait une série pourrie. Mais par contre Game 7 à OKC, il enterre OKC. Rien, franchement, ça serait horrible. Ça serait affreux, mais ouais, bon, bah, on verra ça dans pas longtemps, hein, ça arrive. Dans 24 heures à peu près. Ouais, dans 24 heures, 24 heures. Vous écouterez ces épisodes, donc bon bah voilà. D'ici là, on va s'arrêter là sur une note extrêmement positive de ma part, mais c'est bien. C'est un petit peu de pessimisme ne fait jamais de mal, et puis on verra bien. Mais en tout cas, si OKC perd ce Game 7 alors qu'Aaron Gordon n'est pas là et que Michael Porter Jr. a une épaule en vrac. Oh, vous inquiétez pas que dans le débrief de fin de saison, vous allez m'entendre râler. Ça, pour le coup, je peux vous le garantir. Si j'y suis d'ailleurs, parce qu'il y a moyen que j'y suis pas en disant c'est bon, ça m'a cassé les pieds. Donc, je n'y serai pas. Sachant qu'OKC n'a pas de blessés. Ça aussi, il faut l'ajouter, mais OKC est plutôt en forme. Donc, soi-disant, J-Dub, il a poignet en vrac, c'est juste. Il y avait un peu le poignet, et puis il s'est fait mal à la main, mais il n'y a rien de ouf, quoi. Franchement. Il n'y a rien de catastrophique. Donc voilà, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de Boston Cleveland, qui eux ont eu leur lot de blessures, qui affrontent une équipe blessée. En étant une équipe à 68 wins et se retrouve à 48 minutes d'être éliminé par cette équipe-là. Donc bref, on débriefera bien sûr ce Game 7, quoi qu'il arrive, à qu'OKC perde de 25 ou qu'OKC gagne de 25 sur Game 7, il y aura un débrief. Après, notre niveau de bonheur sera justement influencé par le résultat de ce Game 7. Merci à toutes celles et ceux qui sont allés au bout de ce podcast. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, même si j'ai été éminemment pessimiste. Je suis pas toujours pessimiste, je serai peut-être après l'élimination, mais voilà, abonnez-vous partout, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, n'hésitez pas à lâcher des commentaires. Mettez dans les commentaires votre pronostic du Game 7, un petit peu votre ressenti sur ce match-ci. C'est ce que vous feriez si vous étiez à la place de Mark Denol comme choix un petit peu fort au niveau du personnel. On se retrouve donc lundi. Profitez bien de ce Game 7. Prenez un petit peu votre dose d'anti-stress, parce que je pense qu'il va quand même y en avoir un sacré paquet. Bah, regardez de la NBA, même s'il n'y en a pas avant ce Game 7. Et puis voilà, profitez bien. Salut! Salut, on va gagner.